Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 22 octobre 2019. Nous repensons à ces victimes des ECA et à cette polémique autour du rapport de Pierre Cerruti qui, comme vous le savez, a écrit une lettre ouverte le 9 octobre dernier au chef de l'État. Il accuse de nombreux officiels camerounais d'avoir dissimulé les informations contenues dans ce rapport sur la catastrophe ferroviaire de Ezeka. Il rappelle également qu'il y a eu des irrégularités dans la procédure judiciaire à Ezeka et que les juges, les magistrats n'ont pas eu accès à ce rapport-là puisqu'il y a eu des blocages. On se pose une question essentielle ce matin, madame, monsieur. Pourquoi le rapport de Pierre Cerruti, du cabinet Cerruti, a été bloqué? Qui sont ceux qui ne voulaient pas que l'intégralité de ce rapport soit connue? Pourquoi a-t-on fait cette dissimulation-là? En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les jours à venir, on devra demander à Pierre Cerruti de nous dévoiler le contenu de ce rapport d'une soixantaine de pages, plus de 70 pages de rapport. On verra très bien ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que Pierre Cerruti semble accuser le cabinet de Benoît Asiga et Siga comme étant ce cabinet-là qui aurait plagié ce rapport-là, puisqu'il y a des paragraphes il y aurait des paragraphes qui ressemblent un tout petit peu et de manière curieuse avec le rapport du cabinet Cerruti. Ce qui est important aussi à relever, c'est que les victimes continuent à crier justice. La justice n'a pas été rendue, les indemnisations n'ont pas été au niveau et on a manqué le coach puisque de nombreux avocats estiment que le procès qui s'est passé à Ezeka aurait été un tournant décisif dans l'arsenal des assurances au Cameroun, puisque le code CIMA en l'état ne prend pas en compte les accidents de la circulation ferroviaire et ne prend en compte que les accidents de la circulation routière. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a manquées dans cet accident ferroviaire des ECA. Malheureusement, nous nous retrouvons piégés au carrefour des interrogations, des questions qui fusent, qui cristallisent en tout cas toutes les frustrations de ces nombreuses personnes qui demandent qu'il y ait réparation, madame, monsieur. Alors, comme chaque matin, on va s'installer pour décrypter l'actualité avec vous entre 10h et 12h. Monsieur Batchou Chalamel est là avec nous encore ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 3 ans après l'accident ferroviaire des ECA, les familles ne cessent d'attendre. D'attendre que le gouvernement se prononce au moins sur les informations concernant la dépouille des leurs. Pourquoi est-ce que le site est fermé jusqu'à ce jour? Les familles ont besoin de se recueillir et d'aller voir. À ce jour, plein de familles ne connaissent pas si leurs membres ont été enterrés, sont jetés là. Comment est-ce que ça se passe? On a maître Thomas Dissaké qui jusqu'à ce jour cherche son épouse. Il a saisi tout le monde. On lui aurait dit aux dernières nouvelles qu'on l'a enterré dans la Léquier. Comment est-ce que les corps ont été bougés? Autant de questions qu'il faudrait à un moment donné répondre pour permettre à ces gens d'avoir la conscience tranquille. Beaucoup de familles sont divisées, perturbées, stressées parce qu'elles ne savent pas où sont leurs corps. En Afrique, le corps ne dort pas dehors. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un volet important de cet accident ferroviaire des ECA 3 ans après. Ces familles qui n'ont toujours pas fait le deuil de leurs proches. Là, c'est déplorable, c'est inacceptable, c'est inexorablement un problème, Chalamel, un problème qui doit avoir une solution en définitive. Monsieur Batchou Chalamel, je dois le rappeler, on va le retrouver à 10h40 pour sa colère. C'est une chronique, hein, ce sont ses écrits. Il écrit beaucoup, Chalamel, et il nous fait un rendu chaque matin des choses qui ne marchent pas, qui ne tournent pas rond. Et nous en parlons dans cette émission tous les jours, ça vous le savez, là encore.
Sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à l'ex-ministre de la Culture. On attend toujours cette stèle qui allait être érigée à Ezeka afin d'être à chaque fois représentée comme la mémoire ou encore l'espace en mémoire des personnes disparues dans l'accident d'Ezeka. Le pays de la maquette, on continue. Voilà, il y a, on va dire, l'inspecteur numéro 1, M. Yango, du ministère des Arts et de la Culture, qui a été dépêché hier à Ezeka par le ministre Bidoumkwat pour aller voir comment avancent les travaux là-bas. Il faut dire que, selon les informations qui nous reviennent du terrain, 65%, c'est le pourcentage, le taux d'avancement des travaux, d'exécution des travaux. L'entreprise Sikabat, qui avait gagné ce marché-là, annonce que dans quelques mois seulement, ce chantier-là sera livré si l'argent est mobilisé. Je rappelle que c'est 450 millions de francs CFA. C'est le montant du budget de cette stèle qui avait été décidé par le chef de l'État pour servir de lieu mémoriel. Pour cet accident ferroviaire d'Ezeka, malheureusement, nous n'en sommes pas encore là, puisque lorsque le projet a été lancé, on nous avait dit que dans les 6 à 10 mois, cette stèle serait livrée. Malheureusement, ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant. On s'interroge sur la lenteur de tout ceci et de tout cela. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Pour ceux qui doutaient encore un tout petit peu de la présence ou alors la super présence de la France-Afrique au Cameroun, ils doivent se ressaisir encore. Jeudi le 24 octobre prochain, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sera au Cameroun. Il va tenir une séance de travail au groupement interpatronal du Cameroun, au JICAM, où on a instruit que tous les membres du JICAM doivent être présents. Et surtout, avec ce qu'on appelle le cercle des amis, cercle des affaires françaises au Cameroun. Voilà, cercle des affaires françaises au Cameroun. Pour préparer l'inauguration officielle du deuxième pont sur le Vouri. Mais cela m'a rappelé une histoire. En 55 mai 55, lorsqu'on inaugura le premier pont, ça a déclenché la guerre au Cameroun. Le convoi du ministre français de la coopération de l'époque, M. Taïgen, avait tué une femme à Chernebel. Donc, attendons de voir. Deuxième pont ou pont superposé, on va voir. Les travaux sont finis, on va voir. De toutes les manières, le ministre français de l'Europe des Affaires étrangères sera là. C'est lui qui vient encadrer les cérémonies officielles au Cameroun. Alors, très bien. Moi, ce qui m'intéresse pour Bengan pour cette visite, c'est les enjeux géopolitiques de cette visite. Nous savons que également doit se tenir dans le même temps cette semaine le sommet Russie-Afrique ou Afrique-Russie, c'est selon. Et le président Paul Biya était annoncé là-bas pour ce sommet-là. Est-ce que le président Biya va se retrouver embarrassé de devoir dire à M. Poutine qu'il ne sera pas là parce qu'il y a une visite du ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian? C'est cet embarras-là qui interroge. Je peux affirmer à 80% de certitude que le président Paul Biya ne sera pas en Russie. 80% de cas. Pour cause, ne comptez pas sur le président Biya pour embarrasser la France. Ce n'est pas possible. Il va envoyer un représentant en Russie, à Séti, je pense. D'accord, oui, à Séti. Oui, à Séti. Il va renvoyer un représentant, notamment le Premier ministre. Le Premier ministre qui est annoncé là-bas, oui. Oui, il ne peut pas, on n'embarrasse pas là. Non, mais je veux dire qu'à un moment donné, bon, Bengan, mettons-nous dans le contexte camerounais. Excusez-nous, madame, pour 2 secondes, je vous en prie. Il y a un sommet Afrique-Russie où c'est le chef de l'État russe qui préside le sommet. Normalement, le Cameroun doit s'y représenter à un haut niveau. Donc, le président doit aller pour le président. On n'a qu'un ministre français qui arrive au Cameroun. Normalement, le jeune Bela peut gérer ça. Absolument. Le jeune Bela qui est son homologue, qui est son pendant camerounais, peut l'accueillir. Mais sauf que en politique, surtout en diplomatie, 1 + 1 ne donne pas nécessairement 2. Donc, les affaires sont beaucoup plus complexes que cela. La France ne peut pas voir d'un bon œil
que la Chine est en train de puiser largement dans son précaré et que la Russie, avec qui elles sont dans des bisbilles dans le Proche et Moyen-Orient, viennent encore composer. Non, la France n'accepte pas trop de contradictions. Il veut donc assurer ses bases arrière. Et il n'y a que la voix du chef de l'État pour dire à Poutine que non, j'ai compris, mais j'ai d'autres préoccupations. En tout cas, on va dire que la capacité de nuisance de la Russie au Cameroun n'est pas aussi forte que celle de la France. Tout à fait. La conclusion est facile. Voilà. On va, madame, monsieur, démarrer avec la première articulation ce matin. Voici l'histoire du jour. Avec vous, Dominique Audrey-Oyengalek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Séverin et de Cécile. Séverin a 33 ans et Cécile en a 28. Ils se sont mariés il y a 4 ans. Au début du processus de la demande en mariage, de la dot et autres, Séverin a promis à Cécile qu'il financerait ses études après le mariage. Donc, ils se sont... Séverin, oui, Séverin. Donc, ils se sont entendus là-dessus et le mariage a eu lieu. Après le mariage, du moins la première année du mariage, Séverin Cécile se rapproche de Séverin et elle dit à Séverin, « tu m'as dit que j'irai à l'école après le mariage. Donc, l'année scolaire est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on dit ?» Il lui a dit, « Non, accouche d'abord le premier enfant et ensuite on va voir ça. » Ce qui s'est passé, elle a accouché et l'année scolaire qui a suivi, puisqu'elle a eu son bac déjà, Séverin lui dit, « Ok, qu'est-ce que tu veux faire ?» Cécile a dit à Séverin qu'elle veut faire le droit. Imaginez Cours de droit. Oui, elle veut faire les cours de droit. Séverin a failli tomber des nues. Bon, il est tombé des nues, il dit que c'est impossible. Il ne veut pas d'une avocate chez lui. Oh, on va lui parler le gros français, le droit, machin là. Il n'est pas sur ça et de toutes les façons, il n'y a même plus d'école pour elle. Le père de Cécile le convoque. Mais mon beau, tu as dit que la fille là ira à l'école. Elle n'a fait que le bac et c'est pour ça que moi je t'ai donné ma fille. Donc pourquoi tu ne veux pas qu'elle aille à l'école? Il a dit non, papa, j'ai compris. Je vais aller causer avec elle et elle va aller à l'école. Quand il rentre à la maison, il dit à sa femme, « Je ne sais pas ce que tu vas dire à ton père. Je ne sais pas comment tu vas procéder, mais sache que l'école et toi, c'est terminé. » Elle s'est résignée. Il y a quelqu'un qui lui a promis proposer un petit boulot dans un cybercafé et autres. Elle a dit à son mari que, ok, comme je ne peux pas aller à l'école, je vais un peu travailler au cyber et autres. Il lui a dit non, tu es ma femme, tu accouches mes enfants, tu restes à la maison. Je ne veux pas rentrer ici, je ne te trouve pas. Donc, zéro travail. Si tu as un problème d'argent, je vais le régler. Si tu as faim, tu vas manger. Peu importe, mais tu ne vas nulle part. Aujourd'hui, Cécile nous confie que son père finance une formation à l'insu de son mari. Et elle ne sait pas comment dire ça à son mari parce qu'elle est un peu gênée d'avoir ce type de secret-là, de sortir pendant que lui, il est au travail et elle rentre avant. Donc, jusqu'ici, le bon monsieur ne s'est rendu compte de rien. La question, à côté de celle de savoir comment le dire à son mari, est pourquoi est-ce qu'un homme normalement constitué s'opposerait au fait que sa femme aille à l'école ou bien qu'elle ait un travail? Qu'est-ce qui coince? Rien ne coince. Ah, c'est normal alors. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va jeter un regard rétrospectif sur les droits acquis par les femmes au cours des dernières décennies. On va dire qu'il y a eu le combat pour obtenir le droit de vote qui a été tout récent pour les femmes, le droit de vote aux États-Unis, en France, partout dans le monde. Donc, ce combat-là d'obtention du droit de vote a laissé la place au combat de l'avortement volontaire, l'IVG, porté à l'époque en France par une certaine Simone Veil. Et ça a été compris également comme un acquis pour les femmes, du moins dans le registre des droits des femmes. Plus avant ça, il y a eu le combat pour les femmes qui doivent travailler. Et ce combat-là a été également gagné de haute lutte par ces combats-là, pas par des combats, par des mouvements et associations qui se sont battus, soit dit en passant, autrement dit, pour consolider chez les femmes la capacité de mobiliser leurs ressources intellectuelles et avoir un travail et que le mari ne soit plus, on va dire, le début et la fin du désir d'une femme à travailler ou à pas travailler. Donc ça, on considérait
comme acquis. Donc, c'était déjà un acquis qu'une femme peut aller travailler indépendamment de son mari. Mais sauf que l'histoire de ce matin nous montre qu'il n'y a pas, à proprement parler, on va dire un refus de l'homme, mais il y a une obstruction. Il y a des manœuvres visant à obstruer le passage pour cette femme, et c'est ce qui est regrettable parce que le papa de cette femme avait en tête justement que sa fille qui est allée à l'école, j'ai oublié le droit d'aller à l'école, parce qu'il y a aussi un acquis qui a voulu que la jeune fille aille autant à l'école que le jeune garçon. Ce sont des acquis, et ces acquis-là ont été justement consolidés avec le temps. Donc on se retrouve dans un contexte où nous avons des femmes encore aujourd'hui et qui malheureusement sont embrigadées par des hommes qui sont caporalisés et qui refusent à ces femmes-là de travailler, du moins d'exercer leur métier. De deux, il y a également des femmes, et ça c'est important de relever, qui sont un tout petit peu paresseuses et qui ne pensent pas aussi qu'une femme doit travailler, une femme doit s'occuper d'elle-même, une femme doit avoir la capacité de mobiliser des ressources financières pour elle-même. Il y a encore dans l'esprit des gens, l'idée d'une femme irresponsable, d'une femme qui est une femme qu'on perfuse. Oui, qu'on perfuse. Bon, consommatrice, non, qu'on perfuse. Alors, bon, Bengan, quel est votre regard ce matin? Il y a une erreur qui a été commise au départ et que le Sévérin pense qu'il peut régler, qu'il peut corriger. C'est d'avoir accepté, d'avoir pris l'engagement que sa future femme irait encore à l'école. Maintenant, il règle non plus seulement avec sa femme, mais avec son beau-père. Où se trouve son père à lui dans cette histoire? Un tel engagement doit être pris de commun accord. D'abord, quand vous épousez une fille quelque part, ce n'est pas vous qui parlez. Vous ne parlez pas. Donc, et ça, c'est une anomalie que je rencontre aujourd'hui. Et comme vous dites, quand ça bloque, on ne sait même pas qui, et vous commencez à vous chamailler, la femme et son mari. Vraiment, tu avais dit, vraiment, on oublie les engagements de départ. Comment ça se fait? Et ça, c'est l'erreur qui a été commise. Donc, en réalité, Sévérin savait intérieurement qu'il voulait une femme, mais qui peut continuer l'école, mais pas de l'instruction qui apporterait une contradiction dans la maison, dans le foyer. Et ça, ils n'en ont pas discuté. Ils n'en ont pas discuté. Donc, au moment où on parle, oui, tu vas même faire quoi? Voilà les choses qui se passent avant. Donc, il n'est pas vraiment fermé pour que sa femme aille à l'école. Mais à l'école, pour faire quoi? Quel type d'instruction tu dois avoir? C'est là où se trouve le problème. Et ça bloque à ce niveau parce qu'ils n'ont pas discuté avant. C'est ça le problème. Donc, ne prenez pas Sévérin comme un type qui est vraiment taré, qui n'aime pas. Et c'est justement la femme qui, maintenant, elle est coincée. Elle sait elle-même qu'elle est en train de sortir du mariage. Elle prend l'engagement avec son papa sans dire à son mari. En fait, elle a poignardé son mari dans le dos. Croissant, vous vous dites, veut les droits. Il n'y a plus de droits. Ce papa n'a plus rien à décider de sa fille Cécile. Elle n'a plus rien à décider de Cécile. Si elle veut prendre ou alors faire respecter un engagement qui concerne Cécile, il se réfère au père de Sévérin. Voilà une deuxième anomalie qui va poser et qui va aboutir à la dislocation de ce couple dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, bon, s'ils décident de rester ensemble, ils resteront en chien de faïence. En fait, c'est un conseil qu'on donne aux jeunes filles aujourd'hui. Et on leur dit tous les jours, le mariage, ce n'est pas deux personnes. Qu'on ne vous trompe pas. Le mariage, c'est deux familles. Les engagements pris à ce moment-là doivent être étudiés, analysés. Et jusqu'à prévoir des portes de sortie. Est-ce qu'on prévoit une porte de sortie quand une femme, en allant accoucher, elle meurt sur la table d'accouchement? Est-ce qu'on prévoit une porte de sortie quand l'homme peut mourir en laissant sa femme enceinte?
Voilà, nous, ces choses-là, on les parle. Aujourd'hui, vous avez parlé que les femmes ont gagné. Les femmes ont gagné la déviance sociale, M. Foposi Negou. Parce que justement, elles ont quitté leurs racines primordiales. Vous ne demanderez jamais à un homme d'être enceinte. Non. Ça n'existera pas. Pourquoi donc les choses qui sont naturelles, vous pensez que vous pouvez les remodeler alors que vous n'avez pas le pouvoir de la parole? Donc la femme, c'est elle-même qui a gâté le monde parce qu'elle a gâté son statut social, parce qu'elle veut toujours poser le problème en termes de rivalité. Donc ici, monsieur dit, tu peux tout faire sauf le droit. Négocier donc. Il a dit, je ne veux pas, tu vas être avocat, tu vas m'apporter des problèmes. Si vraiment, tu veux tout faire sauf ça. Puisque même avec votre fils à la maison, vous aurez ça demain. Il y en a même qui pensent que, moi, au départ, on pensait que, moi, mes parents voulaient que je sois pasteur à l'église presbytérienne camerounaise. Donc, l'histoire a donné autrement. Donc, c'est comme ça, ces choses. Donc, il faut savoir que même avec votre fils, avec votre fille à la maison, ça peut changer demain. Mais pourquoi vous en faites un problème d'État lorsque c'est votre mari qui pose le problème? Donc, c'est la femme qui est dans les déviances. D'accord. Bon. Alors, Dominique Audrey, quel est votre... évidemment, vous avez, on va dire, vous aurez un discours à l'égard de Cécile. Oui. Je ne savais pas que vouloir aller à l'école ou bien vouloir faire le droit était synonyme de déviance sociale. En quoi est-ce que c'est déviant? Où est le problème si votre femme veut faire le droit? S'il refuse, ça veut dire qu'il sait dans sa tête qu'il aura de mauvaises choses qu'il prévoit à faire à Cécile. Et il ne voudrait pas que Cécile soit à même de se protéger. Oui, quand on se marie, le père n'a pas le droit de parole sur vous. N'a plus. Ça, c'est... Oui, puisque... vous estimez que le mariage fait que vous avez acheté une chose qui vous appartient désormais et que personne ne peut plus rien faire. Non, je crois que vous avez un chef de famille. Vous dites le père de Cécile parle avec le père de Séverin. Le père de Cécile, qui est censé être devenu le père de Séverin, a appelé celui qu'il considère comme son fils. C'est le contraire. Ne renversez pas le monde. Il faut qu'on reste dans... Renverser pourquoi? Pourquoi les femmes doivent prendre... Pourquoi les femmes doivent prendre vos mères comme leur mère et que vous ne pouvez pas prendre nos pères comme votre père? Parce que quand la femme va en mariage, elle change de nom. Ce n'est plus au Yengele, c'est Madame Bengan. Bon, vous avez la parole. Non, elle pose des questions, on lui répond. Elle pose des questions forcément rhétoriques. Elle est dans son développement. Vous terminez rapidement, on va continuer. Si Séverin estime que le fait que sa femme aille à l'école, suive une formation payée par son père, c'est la fin du mariage, que le mariage se termine. Voilà. Il y aura d'autres hommes qui pourront l'épouser. Comme il y aura d'autres femmes. Oui, la vie va continuer et il aura le malheur de tomber sur une femme qui n'est pas compréhensible parce qu'à plusieurs reprises, elle n'a qu'un seul enfant et il y a des hommes qui abandonnent les femmes avec 8 et elles s'en sortent. Donc, oh, monsieur Mbacho, vous m'avez embrouillé. Je pense que... C'est ce que vous-même vous faites sur le je pense si vous ne continuez pas comme ça, vous allez forcément... être la parole. C'est vrai. Oui. Aussi. Il faut écouter, il ne faut pas les écouter parce qu'après ils vont des éléments perturbateurs. Oui. Aujourd'hui, quand une femme reste à la maison, elle est taxée de consommatrice. Tu me sers à quoi? Tu fais même quoi ici? Lorsque vous avez un problème, pour vous donner 5000 francs, il va d'abord vous insulter votre mère, vos frères, vos sœurs, tous les jours. Maintenant, voilà une jeune femme qui décide même d'aller travailler comme faire de secrétariat bureautique dans un cyber. Le bon monsieur estime que non, il va tout lui donner. Maman, tu rentres chez tes parents. Je ne sais même pas combien il t'a doté. Tu rentres chez tes parents. Oui, c'est tout. D'accord, très bien. Oui, Charles Abel, allez-y maintenant. Vous avez la parole. Vous sembliez impatient. Vous sembliez impatient de non. Allez-y, Charles Abel. L'éducation de la femme n'est pas portée vers l'école, mais vers le mariage. On éduque une femme, on n'éduque pas une jeune fille pour qu'elle aille à l'école. On l'éduque pour être une bonne femme. Faire la cuisine. Deuxième point, monsieur Eric Fopoussi,
il faut se poser la question de savoir quel est le modèle idoine de mariage. Quel est le modèle idoine de mariage? C'est celui où la femme veut tout faire. C'est celui où la femme ne se plie pas aux exigences de son mari. C'est celui où la femme veut être traitée d'égal et à égal avec son mari. Eh bien, ce modèle n'existe pas en Afrique. Vous prenez, vous allez à l'ambassade, vous demandez un visa, vous vous exilez, vous allez vivre en Europe tranquillement. Même là-bas, ça n'existe pas. Alors, pour dire quoi, monsieur Il se suicide tous les jours. Trop d'école tue l'école. Pour la femme. Le bac? J'ai dit trop d'école pour l'école tue la femme. Et tue le mariage. Vous avez Une des filles, femme, hein? Vous avez des filles, monsieur le Je dis, permettez-moi. Une femme, vous m'amusez. Oui. Quand il va terminer, vous pourrez prendre la Vous parole. savez, je monsieur, comprends. il faut Pendant- pousser. La connaissance livresque, au lieu d'aider la femme, a plutôt tué la femme. Allez dans quoi? Allez à Yaoundé, à la poste centrale. Sortez un indicateur pour mesurer. Toutes les femmes qui sont allées à l'école ne sont pas mariées. Elles ont des difficultés dans leur mariage parce qu'à un moment donné, elles veulent monter sur ses grands chevaux. Et même si je suis allé à l'école, hein, tu parles pas à n'importe qui dans son tour. Je suis allé à l'école. Quand ce rapport commence chez vous, vous faites comment? Non, je vous dis, vous faites comment, monsieur Lifopoussi? C'est là où beaucoup de personnes. Non, elle est rhétorique. Non, elle est rhétorique, monsieur. Je crois que vous posez la question. La femme a pris le goût à toute chose. Pourquoi? Parce qu'elle a échoué sur tous les plans. Une femme qui est incapable de préparer à la cuisine va chercher à vous commander au salon. Une femme qui est incapable de vous satisfaire dans la chambre, parce que quand vous allez commencer à dire j'ai trop étudié aujourd'hui, j'étais à l'école, j'ai trop pensé, vraiment, que son enfant là, il faut arrêter son genre pour le planning familial. Où? Dans quel mariage? Non, monsieur, il faut pousser. Faites le tour, vous allez voir des femmes dans les ménages, elles ont les doctorats, elles ont les masters, plus. Elle dit, maman, le dehors, c'est le dehors. Si je suis avec mon mari, je m'engale. J'ai étudié, c'était bon, mais ici, là, je comprends que c'est une autre école. Le mariage est une autre université. On a invité la femme au salon, elle est calée. On a invité la femme à porter le vêtement de l'homme. Aujourd'hui, les jeans sur le marché, faites-le toi, quoi. Qui porte le jean? C'est encore les hommes? C'est les femmes qui portent le jean. On a invité les femmes à nettoyer les bureaux. Elles se sont assises, elles sont des hommes patrons. La preuve, elles réclament un peu de tout. Elles ont même bagarré jusqu'à vouloir les poteaux pour aller elles-mêmes faire les branchements. Vous les voyez encore sur les poteaux? Oui. Vous les voyez encore? Elle s'écroulait, monsieur, il faut pousser sur les poteaux. La femme n'est pas prédestinée à faire un certain type de travail. Il faudrait, et c'est ça. Le monde souffre aujourd'hui du fait qu'on a renversé les règles, l'ordre social. Parce que la femme a voulu tout prendre. Prenez la Bible. On a voulu que les femmes servent à l'église. On a eu Marie de Magdalena. On a eu tel. On s'est rendu compte que les femmes ont toujours été des servantes à l'église. Aujourd'hui, elles veulent être pasteurs. Depuis quand une femme va-t-elle aller toucher le crâne de mon père le jour qu'elle saigne? Vous les voyez à la chair, elle monte sur la chair, elle saigne, elle vient prêcher, monsieur Rifopoussi. Elle est sale en ce moment. Arrêtons ces choses. Arrêtons ces choses, monsieur Rifopoussi. La femme doit prendre sa place. Si ton mari te dit tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas à l'école. Il a réalisé que cette école peut être un danger. Et vous allez voir, cette femme peut faire trop de morale à cet homme à la maison. Donc le gars d'ici avec le bac, tu me fais ce genre de morale. Avec le droit, tu vas me lire les articles. Bon, moi je pose une question, Chalamel. Moi, vous avez des filles, vous les... Oui, j'ai des filles. Vous bloquez leur éducation? J'ai des filles. oui. Non, mais j'apprends mes filles à être des bonnes femmes. Voilà. Des bonnes femmes. Tout simplement. J'ai dit, j'apprends. Qu'elle n'aille pas à l'école. Ne me fais pas dire moi, ce que je n'ai pas dit. C'est moi qui pose la question. Oui, allez-y, Chalamel. J'ai dit, j'apprends à mes filles, Oui. que j'aime beaucoup, à être des bonnes femmes. D'accord. Des bonnes femmes, de mariage. Ça veut dire que pour vous, nécessairement, parce qu'il n'y a pas d'études qui nous montrent que lorsqu'on va plus à l'école, on n'est pas une bonne femme. Je veux dire Oui, que il y en a. quelle étude l'a établi? Parce que moi, ce qui me concerne, hein, j'ai plutôt le sentiment que c'est plus les femmes qui ne sont pas à l'école, qui sont parfois, qui manquent parfois de tact, qui manquent parfois de compréhension par rapport à deux ou trois choses. Non, monsieur, Ce n'est pas vrai. Non, je suis pas d'accord. Oui, allez-y. Oui. Ce n'est pas vous parlez des femmes qui ont eu accès à la connaissance. Au baccalauréat, on a eu accès à la connaissance. On a fait la philosophie. Je pense Voilà. que depuis la seconde, on a fait la philosophie. Donc, le discernement du bien et du donc, mal. ça veut dire- Elle a acquis. Non, elle a acquis. Donc ça veut dire qu'on a capacité d'être face à une situation, d'analyser et de voir ce qui est bien, ce qui est bon. Ce qui est bon. Voilà. Ce qui est bon. Maintenant, Mais si on va plus loin,
On commence à perdre. Si on va plus loin, on commence à perdre les orientations du mariage. Est-ce que vous avez une étude qui nous montre que, parce que je sais, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont enseignantes, qui sont pleines, qui sont mariées, qui font de bons mariages. Elles ont bac plus 5, bac plus 7, elles font de bons mariages. Elles sont combien? Bon, elles sont nombreuses. Allez, je veux dire, restons juste à Equinox, faisons juste un sondage à Equinox, avec les femmes d'Equinox, leur niveau académique et comment elles se comportent dans leur foyer et adressons la question. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, il faut qu'on se projette. Aujourd'hui, les gens vont plus à l'école qu'avant. Parce celles d'Equinox évitent le danger de divorce. Elles se réfèrent. Donc là, c'est bon. Nos filles qui vont à l'école, on leur dit, il y a une université plus glorieuse que l'université doctorale. C'est le mariage. Voilà. Alors, moi je dis parce qu'il faut qu'on ait les chiffres. Voilà la réponse. Les chiffres. Il faut qu'il y ait les chiffres. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas décourager les femmes à l'école en leur opposant l'université de la maison, du mariage. Monsieur, on peut leur tenir un discours qui serait celui-ci. Le discours serait, oui, on va à l'école. Oui, on acquiert les diplômes. Oui, on acquiert la connaissance, mais il y a une autre école qu'on doit également avoir. Ça, c'est un discours beaucoup plus compréhensif que de dire que quand une femme va à l'école, elle est mauvaise. L'école camerounaise a dévié largement. On enseigne à l'école camerounaise que lorsque vous serez cadre, lorsque vous serez directeur d'entreprise, voilà ce qu'on enseigne à l'école camerounaise. Il n'y a pas une école où on dit lorsque vous serez bonne femme de ménage. Voilà pourquoi ces connaissances détruisent plutôt les mariages. Et la femme, la grande royale, a répondu à cette question. Alors, Karine Sontia, moi j'ai pris la peine. C'est qu'on va y gagner, voter, c'est qu'on va perdre. Karine Sontia, j'ai pris la peine de vous passer la parole en dernière position parce que vous êtes une femme à bac plus 5 sur ce plateau. Vous êtes au premier chef concerné par ces femmes qui ont fait trop d'écoles et donc parfois on a le sentiment qu'elles oublient un peu les choses élémentaires. Allez-y. C'est une grosse incongruité qu'en 2019 on ait encore des hommes frustrés de cette manière. Je dis, c'est avec beaucoup de colère que je le dis. C'est une grosse incongruité qu'en 2019 on ait encore des hommes aussi frustrés. Un homme qui porte quand même le pantalon et qui dit qu'il est chef de famille, avoir deux paroles, M. Fopoussi. Il dit deux paroles. C'est encore nos aînés, nos traditionalistes, qui nous disent que l'homme c'est sa parole, M. Bachou. Aujourd'hui, on a confirmé qu'on a un homme qui a deux paroles sur le même sujet. Il faut croire en cet homme. Il faut croire en cet homme. Jusqu'à mourir. Un homme qui se lève et dit... D'abord, tes études de droit, là, tu vas venir me commander ici. D'abord, tu ne parles même plus. Monsieur Fopoussi, est-ce qu'il voulait d'abord une femme? Est-ce qu'il voulait une femme instruite? Est-ce qu'il voulait une femme qui peut prendre le cahier de ses enfants et dire « Venez, on fait vos devoirs ». Est-ce que c'est ça qu'il voulait? Parce que je pense que, quand même, lorsque vous approchez quelqu'un et que vous connaissez le genre de personne qu'elle est, vous savez comment vous pouvez vivre avec elle. C'est un homme qui m'a l'air, il n'est pas macho. Il ne porte même pas le pantalon. Il a une tête vide. Il manque de poigne. Il manque de poigne. En fait, je me dis, il est trop léger. Parce que ce genre de personne, moi, je vais payer l'école. Il a besoin d'une femme. Moi, je vais payer l'école. Il a besoin d'une femme à sa merci pour se sentir. Il fallait que sa femme ne soit pas aussi douce et aussi tendre. Pour qu'il comprenne que dans cette vie-ci, ce n'est pas toujours ce que tu dis qui va être respecté. Il lui fallait une femme que lorsque tu dis, ne pars pas à l'école, je pars à l'école et je rentre après toi. Parce qu'à un moment donné, quand même, il faut que les gens comprennent que avant d'épouser une femme, vous avez d'abord laissé une fille. C'est la fille de son père. Ça dit que son père avait des rêves pour elle. Ce qui veut dire que le rêve que son père a pour elle ne s'arrête pas parce qu'elle est mariée. Raison pour laquelle le père veille. Il sait le genre de femme qu'il veut. Il sait le genre de fille qu'il veut avoir. Il sait le genre de petits-enfants qu'il veut que sa fille donne. Vous voyez, vous allez vous dans des foyers où, parce qu'un homme a dit, je ne veux pas moi une femme qui va venir me commander, il ne veut pas une femme qui va dire, ah, elle va dire, il ne veut pas une femme il prend une fille qui n'est pas allée à l'école, après quand l'enfant rentre avec le devoir, elle est incapable de tenir la craie et le bic. Mais si vous poussez, il faut qu'on arrête de penser que la place de la femme c'est à la cuisine. Il faut qu'on arrête parce qu'on est bantou, parce qu'on est africain, parce qu'on est camerounais. Il faut arrêter de penser que la place de vos femmes
de vos femmes, vous qui me regardez là, c'est à la cuisine. Parce que tout homme est heureux de s'asseoir avec ses amis et de dire, voilà, ma femme... D'accord. En tout cas, elle est à moi, ma je place. regardais. Non, regardais. tout homme est heureux de le dire. Monsieur Moi, je Poussy. regardais. Tout homme est heureux de partager sa cuisine avec Moi, sa je femme. regardais. Il n'y a pas question de merci, cuisine là. Karine. Mais Parce que c'est ça, vous qui une- dites que la Non, femme non, n'est pas pour cette la quand femme, vous cuisine. dites- Monsieur Poussy, j'aimerais chuter. Oui, Cette femme ne tombez pas. est une Oui. très bonne femme. Oui. Elle est douce, compréhensible. Elle a même pris le temps Elle a d'en pris discuter disposition. longtemps avec son mari qui ferme l'oreille parce qu'il se dit qu'il a le dernier mot. J'ai dit, je Ok. vais aller à l'école là. Ok, d'accord. Moi, je veux juste dire quelque chose, et c'est très important parce que moi, je suis un père et je rêve pour ma fille qu'elle fasse plus que moi. Qu'elle arrive à un niveau... Agrégée en agrégation. Oui, bien sûr, Oui. qu'elle fasse plus que moi d'ailleurs. Ça Donc, ne retire en rien son après, africanité. en même temps, je ne lui retire pas. Si vous ne lui En même inculquez temps, pas je le lui retire mariage, pas. En même temps, je Elle lui est retire dans le pas. Je lui mariage. retire Elle pas pouvait ne pas se marier. une aspiration au mariage, hein, parce que les deux peuvent aller ensemble. Parce que justement, il y a un type d'homme, et ça, c'est l'occasion pour moi de faire un tout petit peu, un peu de pédagogie quand même. J'ai tout récemment lu un ouvrage, un roman particulièrement, je ne vous laisse pas l'auteur, Dieu demandant l'auteur. Il s'agit d'une femme justement qui s'est mariée avec un jeune homme qui était un banquier mais n'était pas réussi. Alors, cette femme était écrivaine. Elle avait écrit des livres qui ne marchaient pas. Et donc, le banquier a réussi, son mari a réussi dans la vie, devenu un très grand banquier d'affaires. Il gagnait beaucoup d'argent. Et donc, quelques années plus tard, la femme a aussi eu du succès. Elle a commencé à être une grande écrivaine. Elle gagnait beaucoup d'argent. Elle faisait beaucoup de voyages et tout. Et un jour, cet homme a fait la plus grosse des conneries. Il a commencé à tromper sa femme parce qu'il estimait qu'elle n'était plus présente, elle n'était plus là, elle n'était plus là comme il faut. Et on lui a posé la question, pourquoi tu l'as fait? Il dit non, j'ai senti le succès de ma femme comme une trahison. Une menace mais je veux même. dire qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a quand même des hommes qui ne sont pas capables de En fait, supporter quand des vous nous femmes donnez qui sont à la l'argent, ça lumière. suffit. D'ailleurs, j'en parle ici pour des femmes journalistes et animatrices de télévision qui, quand elles rencontrent des hommes, ils vous disent bon, écoutez, la télévision, tu arrêtes. Oui, je connais beaucoup de Elles femmes. sont nombreuses Je qui ont connais arrêté. beaucoup de femmes. Que disent les femmes Je connais elles-mêmes? beaucoup de femmes qui ont fait ça, qui ont complètement arrêté la télévision. Des femmes talentueuses qui ont du talent, Ouais. mais du jour au lendemain, elles vous disent que je ne suis plus là, je ne suis plus à la télévision. Voilà. Je Le suis mariage. là. Monsieur Eric Fopoussy, Oui, allez-y, vous cher savez, Abel. dans les années 80, 90 à 2000, on a eu une explosion de l'intelligentsia féminine. On a eu des femmes qui ont réussi sur tous les plans. Mais 10 ans plus tard, on s'est rendu compte que toutes ces femmes mariées, premièrement, ont échoué parce qu'elles ont abandonné l'éducation de leurs enfants à des nounous. Des femmes qui, au lieu d'être à la maison et faire le repas, étaient occupées dans le bureau. Des femmes qui, au lieu de faire, étaient prises par des réunions, des missions explosives à n'en plus parler. Des femmes qui, au lieu d'être là pour leur époux, étaient dans les rendez-vous. Je prends le cas, ma maman était black. Elle était professeure de lycée d'enseignement général, monsieur Eric Fopoussy. Bac plus 5. Non, je vous le dis. Elle Non, était vous dites black. c'est Non, bac non, plus je vous 5. le dis, oui. elle Black, était c'est bac black. plus 5, oui. Et je lui dois tout, monsieur Eric Fopoussy, parce que notre maman, elle nous a accouchés, mes frères me regardent, elle nous a accouchés tous, monsieur Eric Fopoussy, lorsque vous arrivez au CM2, et tous ont arrivé au CM2 jusqu'à notre dernière petite soeur, monsieur Eric Fopoussy, qui a réussi, et ma maman a repris le travail. C'est pour dire qu'elle s'est donnée à l'éducation de ses enfants, s'assurer qu'elle-même, elle instruise ses enfants. Elle se levait à 4 heures pour faire la bouillie, prépare à manger, tout, pour nous permettre d'aller à l'école. Donc, une femme qui, dès les premières heures, va commencer à vous dire que sa poitrine va tomber, elle n'allait pas l'enfant. Elle va vous appeler pour vous dire, restez allaiter l'enfant à la Non, maison. si on vous dit non, ça. non, monsieur Eric Fopoussy. c'est pas. Monsieur Eric Fopoussy, C'est le je vous sujet. le dis, je C'est vous le le dis. sujet. Elle va Elle vous peut dire, financer les à études 19h, par lorsque vous rentrez papa. fatigué, que je suis encore retenu au bureau par mon patron, monsieur, chauffez-moi la nourriture, vous nourrissez les enfants. Je ne trompe pas mon rôle. Je suis père, je suis chef de famille et tu es femme. Tu restes à la maison, tu t'occupes en attendant que les enfants grandissent et on voit ce que tu vas faire. D'accord, on va lire quelques messages. Ouais, mais Chalamel, ben, je vous jure que c'est pas comme ça. Non, vous voyez, Bref, plutôt pire à c'est pas comme l'école. ça. Éduquez-les comme ça. à la C'est maison comme ça. au mariage. Éduquez-les comme à ça. la maison au mariage et vous verrez le C'est genre comme de ça. femme Ok. que vous aurez produit. Karine, lisons 2, 3 messages, je vous en prie. Il est bien vrai que Sévérin n'a pas respecté son engagement au départ, mais comme il a décidé de satisfaire sa femme de tout besoin,
Je ne vois pas en quoi Cécile doit faire le bras de fer en complicité avec son père, sachant que seul le mariage fait le bonheur d'une femme et d'une famille en Afrique. Beaucoup depuis Kaélé, vraiment. Ok. Bravo. Alors, à comprendre, M. Chalamel, nous allons finir par croire qu'une femme ne doit pas aspirer à être docteur ou professeur. Tout dépend de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, car chez nous, ce sont les femmes qui donnent vraiment l'école et ont des vrais boulots, mais sont très à l'aise dans leur mariage. Ma maman est cadre juriste à la CNPS, mais gère bien son mari, Christian Danguissa. Elle n'a pas suivi l'éducation de Cécile. Quel banditisme exagéré. Éduquer aussi les hommes africains. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec les hommes ce matin. Imaginez-vous un seul instant que l'homme devienne invalide et soit incapable de travailler. Qui soutiendrait la famille si la femme est une consommatrice? La femme doit épauler son époux dans le foyer. John Dal Carter, depuis Yassa. Non, lui, Séverin ne veut pas qu'elle travaille. Hein. Non, c'est le Il a dit contexte. ça. C'est le contexte qu'elle a présenté. Il a dit ça. Il a dit Non, monsieur. Il a dit ça. Elle a voulu être secrétaire dans un cybercafé. Il a dit qu'elle ne le fera pas. Il y a eu un problème. Séverin a dit à sa femme, tu ne fais pas le droit de choisir autre chose. Le cybercafé secrétariat, elle est partie voir le père. Au lieu de voir le père de Séverin, elle allait voir son propre. Mon beau-père vient de dire. Dominique Audrey a raconté l'histoire. Dominique Audrey, l'histoire, est-ce qu'il a refusé qu'elle travaille au cybercafé ou pas? Ouais. Oui. Non, c'est parce qu'elle est partie voir le père. C'est ton père. Ce n'est pas de femme réaction. Ce n'est pas une affaire. Merci, on va s'arrêter. Lisez aussi l'aventure ambiguë. La femme a répondu à cette question. Adama Diop, c'est un livre, nous sommes d'accord. Vous en avez lu un tout à l'heure. Mais moi je vous La femme a dit quoi dedans? Mais il faut clairement dire, dans ce qu'on perd ou dans ce qu'on gagne, ça dépend. L'Afrique aujourd'hui a besoin de la forte ressource féminine. On n'a pas dit non. Qu'elle a, qui doit aller dans les différents secteurs de spécialité, que ce soit électronique, tout ça là, pour apprendre et contribuer à construire notre continent. On ne peut pas juste dire que les femmes... On n'a pas dit non. Donc, On n'a jamais dit non. voilà, mais vous dites... Nos femmes faisaient le champ, J'ai dit nos femmes faisaient le champ. Non, je vous prends un exemple. Non, on ne peut pas les champs. Nos femmes faisaient à l'époque le champ. Non, mais attendez, ça veut dire qu'on a accepté que les femmes travaillent. Les hommes faisaient aussi le champ. Vous faisiez tout ensemble. Pourquoi maintenant vous ne voulez pas? On parle d'une femme qui veut faire le droit. Est-ce que ça dérange de faire le droit? C'est son mari. Ça dérange au niveau du foyer. Ça dérange son mari. Il était dans les débats avec elle. Lui-même, il est pauvre d'esprit. C'est pour ça qu'il ne veut même pas de débat. En tout cas, ce qui est certain, c'est comme je l'ai dit, d'esprit. et Karine l'a dit, je suis d'accord avec elle, arrêtons de penser que la place de la femme, c'est la cuisine. On l'a jamais dit. Mais bon, elle a laissé la cuisine à qui? Ou que sa place, Oui, sa place, c'est pas là-bas. Elle va laisser la cuisine à qui? On doit tout faire pour avoir des femmes qui ont doctorat, qui sont agrégées, un nombre infini de femmes comme ça. Pour les maris cuisines, Voilà. monsieur Fopoussy. Et qui sont Même dans l'histoire des révolutions Et techniques, les familles où? Les familles où? Merci, on va s'arrêter là, madame, monsieur. On va tout de suite prendre, après ce débat fort quand même, voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des inondations répétitives à l'extrême nord de ce pays. Quel est le rôle de la direction de la protection civile, si elle existe même? Quel est le rôle du chef d'antenne météo de nos différentes délégations régionales des transports? Le service météo existe-t-il même encore? À quoi aura servi à nos gouvernants d'aller occuper les premières places de la COP 21 s'ils ne parviennent même pas à régler les moindres problèmes dont les solutions sont connues? À quoi aura servi les milliards dépensés dans l'implémentation du projet d'urgence de lutte contre les inondations, le PULSI, implémenté dans 4 arrondissements du département du Mayo-Danaï, dans la région de l'extrême nord? À quoi sert le secrétariat permanent à la gestion des catastrophes naturelles? À quoi servent
les présences des universités de Maroua ou encore de l'Institut supérieur du Sahel, dans ce sens qu'ils pouvaient proposer des sujets de recherche pour les étudiants, parce qu'il y a à leur sein d'un département qui forme des ingénieurs sur la question de l'eau. Comment comprendre qu'à ce jour, aucune étude d'impact n'a été réalisée, mieux demandée par nos gouvernants qui adorent jouer à Sam le pompier? À quoi servent les multiples brigades de contrôle des infrastructures logées dans les différentes délégations régionales? Savez-vous que c'est connu? Oui, c'est connu de nos gouvernants que le pic de pluviométrie est largement dépassé dans les mois d'août à octobre. Nul n'a besoin de rappeler qu'ils savent que sur de nombreuses années, il tombe sensiblement la même quantité de pluie au cours de l'année de ce côté de l'extrême nord. Les cas des années 1909, 1913, 1940, 1944, 1969, 1973, 1983, 1985 sont assez révélateurs. Voilà des années où le Cameroun, notamment l'extrême nord, a connu des pics en termes de crues et des inondations dévastatrices. Si j'en doute ou vous en doutez, prenez le cas de 2012. Vous allez voir ce qui s'est passé en 2012, on va le dire. Savez-vous que nos gouvernants connaissent depuis des années que les risques d'inondation se situent à l'échelle de l'augmentation du niveau des cours d'eau, des lacs et barrages, des glissements de terrain, des coulées de boue, des submersions de terres agricoles et pastorales, des destructions de digues? Qu'a-t-on fait en termes de réparation de digues? L'argent qui avait été décaissé par nos différents bailleurs de fonds a-t-il servi à l'amélioration, à la réhabilitation et à la reconstruction des différentes digues? Point d'interrogation. Catastrophes qui, à la longue, provoqueront des perturbations certaines sur certaines activités vitales comme l'agriculture, l'élevage et la pêche. Qu'ont fait nos gouvernants depuis qu'ils connaissent cette situation? Rien. Comment comprendre qu'il n'existe pas dans ce pays une institution ni service de l'administration chargé de la gestion des problèmes particuliers des crues dans cette zone de l'extrême nord? Comment comprendre que tous les 5 ans, l'actualité nationale nous ramène aux mêmes situations d'inondation sans que cela ne gêne personne dans ce pays, en plus de la situation critique imposée par les multiples attaques suicides de Boko Haram? Comment comprendre la négligence effectuée dans la réalisation des travaux publics? Savez-vous que dans la majeure partie des cas, c'est les digues mal construites, mal réhabilitées, qui ne cessent de lâcher sans jamais être remplacées ou restaurées? Comment comprendre que ce soit les populations qui, depuis les années 1909, payent le lourd tribut, tandis que les fonctionnaires, chefs de délégation, membres de multiples commissions se sucrent sur le dos des sinistrés? Maisons détruites, familles sans abri, troupeaux emportés, maisons écroulées, plantations immergées, champs de mil, d'arachides et d'exploitations cotonnières complètement lessivées, des routes coupées, des réserves de céréales et oignons immergés, des écoles, lycées et cimetières inondés. Que dire de cette situation doublée de la résurgence du choléra? Savez-vous que des solutions idoines avaient été consignées dans les années 1970 dans un document de 300 pages par des étudiants pour complètement éradiquer ce phénomène? Document qui a été simplement jeté dans les oubliettes d'un tiroir. À ce jour, plus de 40 000 personnes ont été directement affectées par les inondations dans les arrondissements de Zina, Maga et Kaikai. À ce jour, on se pose la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement de Yaoundé a fait des 108 millions de dollars octroyés par la Banque mondiale dans le but de soutenir les efforts du gouvernement camerounais visant à remettre en état les digues, les barrages et les systèmes d'irrigation, ainsi qu'à améliorer la préparation aux catastrophes dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Aujourd'hui, il y a eu inondation, demain, il y aura famine. Préparons-nous, c'est chaud. L'extrême nord du Cameroun, la fille aînée du renouveau, et les questions des inondations, ou la question des inondations qu'il y a dans cette partie du Cameroun, alors qu'on peut s'interroger des pays voisins, du moins les pays de la commission du bassin du lac Tchad, le Niger, le Nigeria, ou encore
le Tchad, on peut s'interroger sur comment ces pays-là ont réussi, là où le Cameroun n'avance pas. Alors, bon, Robert, quelle est votre lecture? La première, puisqu'il s'agit d'une localité précise, il faut dire que c'est reconnu, comme l'a dit Charles Lamel dans sa chronique, que tous les mois de juillet, à partir de la zone de Yaïré, on est, j'allais dire, en proie à des inondations. Précisément, les précipitations et les coulées des eaux à partir des monts Mandara envahissent toutes les zones. Mais j'ai entendu, et ça aussi, on ne peut pas ne pas le relever, certains géographes disent, oui, mais l'habitation des populations, cette fois-ci, oui, ça existe également, mais il y a les lycées et les centres de santé qui sont construits en matériaux définitifs ont été inondés. Donc, il s'agit de la gestion des eaux à partir de ce mois-là de juillet, notamment dans la zone de Yaïré. Et les pouvoirs publics avaient prévu, je pense que ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, la construction d'une digue. Je pense que le président de la République lui-même l'avait dit à Guirouidik, lorsqu'il y avait eu une inondation là-bas. Et le Tchad nous disait par exemple que la digue de Maba était en train de s'effondrer. Les Tchadiens ont fait leur part de travail, comme on dit, et nous, on a laissé faire. Quand le chef de l'État a rendu visite, il a promis la construction d'une digue, je pense, de 330 km qui devait partir de Gobo, dans le maillot d'Anaï, jusqu'à Kousseri, dans le Logo-Nechari. Je ne sais pas si cette digue a connu seulement un début de solution. Ça, c'est pour le cas qui nous concerne aujourd'hui. Donc, les pouvoirs publics ont abandonné les populations. Vous avez bien parlé de la fille aînée du renouveau qui est abandonnée. Maintenant, il existe une commission du bassin du lac Tchad dont le secrétariat permanent avait été tenu pendant plus de 30 ans par les étudiants les premiers docteurs en sciences physiques de l'université de Yaoundé qui étaient spécialisés dans l'hydraulique. Et chaque fois, ils avaient même fait des projets avec la sécheresse qui était dans le 3e plan quinquennal en 1973, qui avait amené l'opération Sahel vert. On a procédé à des études pour l'irrigation qui devaient consister également à contenir ces eaux-là et à les canaliser d'une manière ou d'une autre. Et c'est d'ailleurs ce qui aboutit à ce que quand les gens parlent de lac d'eau. Lac d'eau, au départ, n'est pas pour la construction de barrages électriques. C'est pour le développement de l'agriculture, de la pêche, de tout. Donc, comme il y avait beaucoup d'eau, on s'est dit, on ne peut pas perdre tout ça, il faut construire un barrage hydroélectrique. Donc, voilà, les populations sont habituées à un genre agricole précis et il faut les encadrer par rapport à ça. Et c'est cet encadrement qui malheureusement n'existe pas. Alors, on entend un peu tout et n'importe quoi. J'ai écouté un tout petit peu les plateaux télé et radio sur cette question. Il y a de nombreuses personnes qui sont arrivées là avec une mauvaise foi terrible suivant les événements, les tout récents événements. Et vous entendez des personnes qui sont dotées d'une intelligence qu'on pourrait présumer chez elles, dire que c'est le réchauffement climatique. Ils sont en train de tout faire maintenant. Non, c'est sérieux ce que je dis. Ils sont en train maintenant, ils ont trouvé leur bouc émissaire. C'est le réchauffement climatique. Ils le disent à tue-tête, ils le répètent, ils vous expliquent comment ça se passe, pourquoi le Cameroun subit tout ça, et on a envie de leur dire. Et c'est pourquoi, Chalamel, dans votre chronique ce matin, c'est intéressant, vous avez voulu revenir sur tout ce qu'on a eu avant, où on ne parlait pas encore de ce phénomène de changement climatique. Donc, on peut bien voir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne faut pas dire qu'il y a de nouvelles causes qui produisent les mêmes effets. Non, il y a forcément les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Alors, Dominique Audrey. Eric Fopossi, le phénomène des inondations dans l'extrême nord, c'est quelque chose qui est cyclique. En temps normal, dans un espace de 5 ans, on peut prévoir ce qui va se passer. Au Tchad, par exemple, il y a des années, ils ont pensé à reloger toutes les personnes qui étaient
le long des berges du Logo Nechari, je crois, oui, on les a déplacés, on les a relogés ailleurs parce qu'ils étaient conscients des risques que ces personnes encouraient là. Si on va même en Afrique du Sud, là-bas, il y a eu une loi qui a été votée en 2002 où on a demandé aux autorités municipales, provinciales de prévoir les catastrophes jusqu'en Côte d'Ivoire. En 2012 également, il y a eu des mesures, on a relogé, déplacé des personnes qui étaient... Retour, madame, monsieur, sur le plateau du 10-12, le zénith de ce mardi. Nous sommes le 22 octobre 2019. On va juste vous dire que les débats ont continué d'être houleux pendant la pause et on n'en finit pas de discuter sur ce sujet. Vous savez, c'est le monde d'aujourd'hui, on doit pouvoir trouver les équilibres pour avancer avec les personnes qui aujourd'hui ont des pensées diverses et variées sur des sujets qui parfois sont simples à appréhender. On va avec vous, Karine, lire quelques messages. Je suis étudiant à faculté des mines de Kaili. Je vous assure, là-bas, c'est grave en période pluvieuse. D'accord. Le message n'est pas signé. Le message qui n'est pas signé, mais on sait qu'il est étudiant. Alors, Dominique Audrey, vous évoquez ici ces pays africains qui ont mis en place des moyens, des mesures pour lutter contre les inondations. Oui, donc je disais qu'en 2002, en Afrique du Sud, on a adopté une loi qui obligeait les autorités provinciales à prévoir des catastrophes. En Côte d'Ivoire, on a déplacé des personnes qui vivaient dans des endroits inondables en leur donnant $300 à chacune des familles pour se recaser. Au Cameroun, jusqu'ici, on ne nous dit rien, les personnes en charge ne communiquent pas. Moi, ce qui m'inquiète à côté des pertes matérielles, ce sont les pertes en vies humaines, parce qu'on sait qu'à l'extrême nord aujourd'hui, c'est une zone qui souffre du choléra. Et maintenant, on sait également qu'avec les inondations, ça a accru les cas de choléra. On sait qu'en juillet 2019, on avait recensé 10 cas de choléra avec 4 décès. Je me serais attendu à ce que le ministre de la Santé nous fasse une sortie et nous dise que par rapport au choléra qui sévit déjà dans cette région-là et avec les inondations, il y a des mesures qui ont été prises pour que la maladie ne se propage pas. Mais jusqu'ici, nos différents administrateurs ne nous disent rien, les ministres ne disent rien. On ne sait pas où on va, on ne sait vraiment pas. Donc, Charabel, le phénomène des inondations, c'est cyclique. Nous étions dans les journées du 17 au 18 août, lorsqu'une ONG basée à l'extrême nord attirait l'attention, M. Éric Fopoussi, des gouvernants, que le pic, on était en train d'atteindre le pic de 15 mm. 15 mm en termes de montée des eaux, 15 mm dans les régions en disant attention, c'est grave pour les populations, il y aura risque de crue, risque d'inondation. Comme d'habitude, on a mis dans le tiroir. Je pense qu'un jour, lorsque de véritables personnes seront aux commandes de certaines choses dans ce pays, M. Éric Fopoussi, on prendra la peine de porter plainte à l'histoire, même s'ils sont morts, on prendra la peine de porter plainte contre ces personnes qui ont laissé. Rappelons-nous qu'en 2012, nous avons eu 50 000 victimes, dont une vingtaine de morts à l'extrême nord du Cameroun. C'était connu. Un plan d'urgence avait été mis sur pied. Monsieur Éric Fopoussi, jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais abouti. On n'a rien pu faire. On a baptisé, ils sont allés jusqu'à baptiser l'ensemble des inondations syndrome de 1996. Ceux qui nous regardent peuvent frapper sur leurs différents téléphones le moteur de recherche, le syndrome 1996 au Cameroun. Ils vont se rendre compte que on avait atteint les pics de 7 mm d'eau avec une montée sérieuse du maillot, monsieur Fopoussi. Et ça va attirer l'attention des gens. Nous avons eu des historiens qui sont allés jusqu'à dire qu'on a eu 21 événements historiques d'inondation catastrophiques survenus entre 1977 et 2011. Ça, c'est dire, monsieur Fopoussi, que c'est connu. C'est connu. Comment est-ce que vous pouvez être un dirigeant d'un pays sérieux, dans un état de droit, comme on aime bien souvent le dire, et que vous avez une première situation d'inondation catastrophique, une seconde, vous dépêchez 8 ministres, avec tout ce que cela a coûté, plus de 30 millions de francs CFA, qui descendent sur le terrain, qui rentrent,
qui vous rendent compte. Et la situation demeure le statu quo, inondation sur inondation. Aujourd'hui, vous avez vu, avec le concours de la régie, vous avez vu comment les populations se déplacent. Elles sont obligées d'aller en pirogue d'un point à un autre. D'autres populations sont bloquées. Vous savez, le premier élément vital, c'est l'eau. Des populations qui sont confinées avec la montée d'eau. Ils consomment quoi comme type d'eau? Ils sont obligés de consommer là. Quels sont les moteurs mis en place au niveau de la direction de la protection civile pour pouvoir aider ces populations, les délocaliser? Et c'est là où je dis, mais voilà, regardez comment ils se déplacent. Ils n'ont pas regardé la pluie, ils boivent quel type d'eau? Voilà pourquoi je dis que ce gouvernement aime jouer à Samble-Pompier, M. Eric Fopoussi. On va déplacer le ministre qui va lui donner 4 000 francs aux gens, 3 000 francs CFA aux gens, un demi-sac de riz aux gens, et tout ça. Et après, on vit comment? Imaginez-vous, toutes ces zones, c'est le riz. Le riz est fini. Les plantations d'arachides, les plantations d'oignons, de mil. Le sud sera ravitaillé comment? Mais je pense que dans un pays, vous voyez les États-Unis, la première chose que font tous les chefs d'État, c'est préserver le secteur agricole. En France, c'est pareil, M. Eric Fopoussi. Mais regardez chez nous, on ne parvient pas. En une année, on fait 700 000 tonnes de riz et on s'en vante. On ne parvient pas à nourrir le riz pourri dans les différents magasins. Mais voilà ce qu'on est en train de vivre dans ce pays. Donc ça suppose que c'est un projet d'assassinat collectif. Laisser ces populations tout le temps affronter cela, c'est un projet d'assassinat collectif. Il n'y a pas de route, la montée des eaux constantes. Pourtant, on pouvait prévoir. Le Niger l'a fait, le Nigeria l'a fait, le Tchad a réussi à le faire. Pourquoi pas le Cameroun? Je rappelle qu'il y a une direction de la protection civile au ministère de l'administration territoriale. On a juste envie de s'interroger sur ce que fait cette direction, quel est son bilan, quels sont ses résultats sur le terrain, au-delà des millefeuilles et tout ce qu'on peut imaginer comme programme au sein de cette direction de la protection civile. C'est de l'argent. Rappelez-vous, oui. L'inondation, je pense, en 2012. Vous vous rappelez que l'Arabie Saoudite, plein de pays s'étaient mobilisés, on envoyait des avions avec des produits alimentaires à les nourrir. Mais c'est des milliards qui sont décaissés, M. Eric Fopoussi. Prenons sur 10 ans, sur seulement 10 ans, prenons tous ceux qui ont travaillé sur ces projets, enquêtons, faisons un audit, fouillons leurs comptes bancaires, leurs investissements, vous allez vous rendre compte que des gens se sucrent sur la misère, la souffrance, la douleur, le cri et les pleurs des Camerounais. Et ils sont nombreux. D'ailleurs, ce n'est pas une fatalité. Les inondations au Cameroun ne sont pas une fatalité. Malheureusement, on va bien se rendre compte que c'est bien la gestion de ces inondations qui peuvent laisser croire que c'est une fatalité et pourtant ça ne l'est pas. Donc finalement, on va devoir écouter de nombreux experts qui s'expriment sur la question, qui demandent qu'on change les types d'habitation à l'extrême nord, pourquoi pas. On peut, oui, il y a un expert qui l'a proposé et il me semble que sa proposition n'est pas du lieu de sens puisqu'il parle des Pays-Bas avec des maisons qui sont surmontées, vous savez, sur pilotis. Et donc pas forcément faire des fondations comme on le fait en creusant le sol, parce que quand les inondations arrivent, l'eau finit par faire en sorte que ces fondations qui sont faites comme ici chez nous ne résistent pas. On va faire des plantations sur pilotis, M. Eric Fopoussi. Voilà. On reste suspendu. Est-ce qu'on va faire des plantations sur pilotis? Non, au moins pour les maisons. Voilà. Au moins pour ceux qui vivent. Quand les eaux emportent 6500 moutons et chèvres, 3500 bœufs et tout. C'est important de le dire. Non, les populations, pour les habitations. Maintenant, pour les exploitations agricoles, on a expliqué ce qui se passe là-bas. Il y a un système d'irrigation. Il y a un système d'irrigation qui est... Il y a un système... J'ai écouté l'expert dire ça. Il y a un système d'irrigation qui est fait dans l'extrême nord du Cameroun qui ne prend pas suffisamment en compte le fait qu'il y ait l'eau qui vienne beaucoup plus que ça. Ça veut dire que généralement, puisque c'est des zones où il y a la sécheresse, on crée des canaux pour faire venir de l'eau. Justement. Alors, quand donc il y a une montée d'eau comme c'est maintenant, justement, ces canaux qui ont été donc creusés là sont plutôt des accélérateurs de sinistres. Donc, l'expert expliquait qu'il y a une méthode
quand on veut faire des irrigations dans ce type de zone-là, il faut les creuser avec un certain nombre de métrages. Donc, c'est ce qui n'est pas fait là-bas et il faut revoir tout ça. L'expert n'a pas donné des éléments. Non, c'est un expert. Et quand il le dit, il fallait qu'il dise que c'est fait de manière archaïque, que les populations se débrouillent à faire maintenant. Parce qu'il l'a dit. Parce que je me rends compte aux Pays-Bas, ce ne sont pas les populations qui se débrouillent aux Pays-Bas. C'est l'État qui vient et dit, vous n'habitez pas ici. On parle de l'État. On vous reloge. On parle de l'État. Maintenant, c'est l'État qui doit faire ça. D'accord. L'État doit faire et l'État ne fait pas. Justement, quand l'État fait, même aux Pays-Bas, il y a ce qu'on appelle là-bas le dragage. C'est de manière permanente et continue. Et Audrey a fait allusion tout à l'heure. On connaît, la météo existe. Déjà, la MEL a commencé à parler. On attire l'attention. On dit, à partir du mois de juillet, cette année, la météo prévoit. Avec des pics d'eux. Voilà, et ces populations qui sont là sont en train de chercher les déplacer pour nous sommes d'accord, ce que vous dites est réel, mais ce n'est pas suffisant. Et le lycée des Zina, le lycée des Zina qui a été annoncé n'est pas fait de matériaux provisoires. Ça ne suffit pas, justement. Le CS de Mazera, par exemple. Parce qu'en réalité, justement, c'est où il explique qu'il faut qu'on suive justement ce CS-là sur pilotis. Ça résoudra le problème, Chalamel. Vous ne serez pas expert. Non, ça ne résoudra pas. Le plan existe. Je vous ai parlé de la commission du bassin de lac Tchad. J'ai lu plusieurs rapports dessus. Je peux même citer deux noms. Parmi lesquels l'un qui était chef département hydraulique à l'université de Yaoundé 1. Ils ont dit, de ce que vous appelez là de canalisation, d'irrigation, tout ce que vous voulez. Oui. C'est ça qui venait jusqu'à la Benoué, c'est-à-dire de l'extrême nord de Kousséri jusqu'à Garoua. C'est ce que je dis ici, vous. Non, je veux dire que ce que votre expert vous a dit, il fallait qu'il reprécise que la faillite de l'État a fait en sorte que les populations utilisent des moyens de bord, dont les populations se débrouillent seules et sont abandonnées. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on est en train d'agir à l'extrême nord, comme si on était dans une zone normale, où on n'agit même pas de l'eau tout le temps. Non, parce que il faut qu'on quitte dans les digues à tout prix. Le gars expliquait, et je trouve que ce qu'il dit est tout à fait... Il dit, mais déjà, on met des études. Ils ont fait, et aujourd'hui on se rend compte que le Cameroun a tout faux dans sa manière de gérer cette affaire. Il faut qu'on se rende compte, parce que chaque année, il y a inondation. Malgré tout ce qu'on a fait, des digues, tout ça, il y a tout. Les experts ont aussi dit que si le barrage de Macao, de Mapé lâche, on risque de perdre Bafia. Voilà. Oui. Donc en fait, ça veut dire que toutes ces prévisions-là sont connues par ces mêmes gens, de ces étudiants-là, je vous rappelle, il y en a aujourd'hui qui sont. Donc, le problème, c'est l'État. On ne laisse pas les populations se débrouiller. Karine. Monsieur Fopossi, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est applicable avec les sciences. Et on a beaucoup de facultés qui travaillent dans ce domaine-là. La géologie, la météorologie, l'hydrologie, les sciences humaines pour les populations elles-mêmes et les sciences politiques, pour que l'État sache comment faire. Parce que dans un pays comme le nôtre, où on a une région qui est enclin à plusieurs catastrophes, ce n'est pas que l'inondation que les populations de l'extrême nord vivent. Il y a l'avancée du désert aussi. Mais on ne prévoit pas comment est-ce qu'on peut reloger les populations. On n'a pas prévu comment est-ce qu'on peut permettre aux populations de s'écarter de ce lieu. Parce qu'il y a des gens qui restent sur une terre, même avec l'inondation, ne veulent pas partir parce qu'ils ont des attachements à cette terre. Comment pousser ces populations à quitter de là le temps que les travaux soient effectués? On ne le fait pas. Dominique a parlé du Tchad ici. C'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient permis aux populations de se déplacer afin de mener les travaux. Mais aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de cela. Au Cameroun, chaque année, c'est la même période où il y a les inondations à l'extrême nord. Et aujourd'hui encore, on est encore à balbutier comment est-ce qu'il faut faire des descentes sur le terrain pour que tel ministre parle, pour que tel autre ministre parle. Et on vous dit chaque fois, cette année encore, en avril de cette année, il y a eu la simulation du plan de contingence dont les résultats ont été dits satisfaisants. Maintenant, comment est-ce que des résultats d'une simulation sont satisfaisants et à la fin, quelques mois après la simulation, on assistait encore à ça? Ou encore c'est la suite de la simulation, monsieur C'est toujours la simulation. En tout cas, il y a ce qui est certain. C'est la phase 2 de la simulation. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui visiblement ont pris en otage le ministère et qui aujourd'hui font ce qu'ils vont faire. Il faut qu'on laisse la parole aux vrais experts, il faut qu'on laisse ceux qui connaissent l'affaire
Il faut qu'on laisse à ces gens la parole pour qu'ils agissent. On ne peut pas avoir dans un pays des gens qui ont des projets, comme l'expert en question dont je parlais, M. Pondy. Lui, il a un projet, tout est écrit, mais sauf qu'un bonhomme comme ça, on va lui fermer les portes parce que les gens pensent avoir la science infuse. Ils pensent que ce qu'ils font depuis des années, ils pensent que depuis des années, ce qu'ils font est important. Mais ce qu'ils ont fait depuis ne marche pas. Il faut qu'on fasse autre chose. Ce qu'ils ont fait ne marche pas. Il faut qu'on pense à autre chose. Parce qu'il y a de nombreux experts qui vont vous dire que non, on a fait ceci, on a fait cela, mais ça ne marche pas. Faites autre chose. Il y a des propositions d'experts, il faut qu'on les utilise, qu'on les implémente et on verra que ça marchera. Sinon, on va se retrouver avec les mêmes causes et les mêmes effets. Avec les mêmes ministres qui des annonces sur le terrain, avec les mêmes milliards. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, ces nombreux experts ont dit à leur ministre que non, monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas, tout a été fait, sauf que maintenant, il y a le changement climatique et que ça arrive tout ça. Voilà comment des gens gagnent des marchés. Voilà comment, dans ce pays, les gens gagnent des marchés. Et voilà comment ils expliquent leurs échecs. Ça veut dire que quelqu'un a échoué, mais il dit que non, ce qui a été fait était bon, mais sauf qu'il y a eu ça. Non, mais écoutez. Monsieur, il faut pousser. La faute, c'est à l'entrepreneur en chef. Il est le premier. La faute, c'est le premier. C'est l'entrepreneur en chef. Pourquoi? Vous vous rendez compte, monsieur Dikfopoussi, qu'il y a des remaniements à des moments, même des remaniements qu'on taxerait des remaniements vraiment barbares. À tout moment, on bouge les gens. À tout moment, on bouge les gens. À peine vous commencez à implémenter, on bouge. Vous partez. Celui qui arrive n'a même pas le coup de Il commence autre chose. Il commence autre chose. Mais voilà, c'est ça le véritable problème de ce pays. C'est-à-dire, on passe le temps à faire des remaniements. Vous faites sourire parce que ça me rappelle une interview de François Hollande hier dans le Point en France, où il disait qu'il propose désormais qu'on passe d'un mandat de 5 ans à 6 ans en France, parce qu'il estime que 5 ans c'est trop petit pour que les gens sentent vraiment les résultats, et il estime que s'il était resté plus longtemps, on aurait senti sous son magistère les résultats de sa politique. Vous avez des universités qui peuvent, on a des jeunes étudiants qui en année de soutenance peuvent aller travailler sur des projets, systèmes d'irrigation, méthodes, il y a tellement de méthodes. On a l'université de Maroua, on a l'université du Sahel, où les gens peuvent se plonger, ces jeunes étudiants qui font travailler dans les départements de l'eau, peuvent essayer de mettre sur pied des projets, des travail. Mais il y a des géographes, il y a tout, monsieur Dikfopoussi. On n'utilise pas nos géographes. D'accord. On va, puisqu'il y a beaucoup de géographes aussi qui ont des entrées et qui bloquent la porte à d'autres géographes. Non, monsieur Dikfopoussi, disons-le clairement. Le ministère des Finances est plein, le ministère du Commerce est plein de professeurs de géographie, plein de professeurs de français. Vous allez au ministère du Tourisme. Au lieu que ce soit les professionnels du tourisme, c'est des professeurs de mathématiques, c'est des géologues. Mais il faut qu'on les vire de là. Des professeurs de physique, il faut qu'on au ministère du Tourisme. Qu'ils a enseigné. Alors, on va tout de suite, avec vous, Karine, prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, Monsieur Fopoussi, on s'intéresse à 3 sujets. Le premier sujet concerne la stèle du souvenir d'Ezeka qui devrait être implantée depuis belle lurette, mais qui n'a pas encore été implantée. Il y a eu 450 millions de francs CFA qui devaient être débloqués pour la réalisation de ce projet tel que vous voyez en image. Le Cameroun, finalement, devient le pays attitré des maquettes, de très belles maquettes, une image qui attire même des touristes, mais qui ne sera pas réalisée jusqu'aujourd'hui. Et on va dire que c'est une maquette réalisée par Fridolin Zinga. Après un concours organisé en 2017, il est celui qui a réalisé la plus belle maquette, mais aujourd'hui, cette stèle n'a pas encore été érigée. Est-ce qu'on peut voir l'image de la construction actuelle? Parce qu'il y a l'image là qui nous est revenue hier avec l'inspecteur numéro 1. Et quand on nous parle de 65% des travaux, quand on regarde ça et on compare avec cette maquette, on se rend compte que ça n'a pas recommencé là. Parce que regardez la maquette et regardez les images qui nous ont été rapportées hier du terrain à Ezeka. Mais c'est quand même terrible. Dans ce pays, on nous nargue. Première chose, je pense qu'il y en a 2 ou 3. Première chose, c'est le mensonge d'État. Il semble que quelqu'un a écrit un livre dans ce sens. On a dit qu'on allait procéder à la privatisation, à la concession, ou tout ce que vous voulez, de la Régie nationale du chemin de fer du Cameroun pour améliorer le service. Il semble donc qu'après cette concession, le chemin de fer camerounais n'existe plus, ou alors est en état de délabrement avancé. Première chose. Deuxième chose, le train. D'abord, les pertes en vies humaines. Dans notre pays, on banalise la mort.
D'abord, toutes les familles camerounaises ont perdu quelque chose là où il y a eu cet accident. Peut-être les gens ne le savent pas, ça s'appelle un Ndjok. Lorsque les Allemands faisaient cette voie ferrée, nos grands-parents y travaillaient avec la chicotte aux fesses. Il y en a qui mouraient, il y en a qui étaient victimes des éboulements, il y en a. Donc, quand ces catastrophes reviennent, précisément parce que de Ahidjo à Biya, personne ne s'est rappelé que le chemin de fer du Cameroun a englouti des vies humaines et qu'on devrait faire quelque chose, notamment les autorités traditionnelles ils appellent les évêques, les prêtres, pasteurs, tout ce que vous voulez, les imams pour célébrer les rites abrahamiques qui n'ont rien à voir avec nos territoires. Maintenant, cette concession que j'appellerais concession poisson d'avril, qui est vraiment le problème? Est-ce l'État du Cameroun? Est-ce le Bolloré Africa Logistique ou alors les deux? Mais lorsque les deux se réunissent alors, qui est en train de cacher l'autre? Nous, on a des yeux rivés sur l'État. Restons sur la stèle. Donc, non, la stèle, on ne peut pas aller visiter la stèle quand vous n'avez pas de voie ferrée. C'est quand même un accident de train. Vous irez visiter la stèle, vous prenez le train. Si vous venez de Kaïlé, vous arrivez quand même à Garoua, à Ngaoundéré, vous prenez le train à Ngaoundéré pour venir visiter. Si vous êtes à Douala, vous devez prendre le train pour visiter le paysage et aller au niveau de la stèle. C'est quand même un accident ferroviaire, ce n'est pas un accident de voiture. Donc vous allez prendre la voiture de Douala tout pour aller visiter la stèle pour voir faire, alors que on devrait avoir une voie ferrée. D'accord. Donc moi, ils ont englouti, ils ont détourné de l'argent et ils ont... Bon, on n'a pas encore 450 millions. Il a dit quel a été le rapport verbal que le représentant du ministère de la Culture a dit. Le projet peut être terminé si nous avons de l'argent. C'est ce qu'il a dit. Si nous avons les moyens, si nous avons de l'argent. Le si vient faire quoi lorsqu'on a un projet qui a été budgétisé et tout, et que dont les travaux ont commencé? Il n'y a plus de si. Ok, alors Chalabel, sur cette stèle, 65% de le niveau des travaux, 450 millions au départ annoncés pour la construction de cette stèle. À l'époque, on avait dit, dans quelques mois, 6 mois, devait être 6 à 10 mois. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas un commencement d'achèvement des travaux. Moi, j'ai envie de vous demander, c'est quoi une stèle? Vous avez vu à l'image là. C'est quoi une stèle? Mais africain, c'est quoi une stèle? Bon, vous avez vu les images? Je dis, c'est quoi donc? Parce que depuis là, vous parle de stèles, pour vous, c'est important. Je ne comprends même rien. Lieu de recueillement. C'est un lieu de recueillement. Ah, d'accord. On va laisser recueillir sur une terre fermée, c'est ça? Alors que les gens vivent avec la douleur dans le souvenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait de tous ceux qui vivent avec le malheur de toutes ces mamans? Plus de 350 mamans qui ont été jetées sur le pont, sur la métier. On est parti faire là-bas le pont, où c'est la stèle, le carrefour Makiza. Aujourd'hui, on a accroché les têtes de ce qu'on est parti faire. Arrêtons un peu ça. Un pays vit sur son passé, monsieur Eric Foposi. On s'est réconcilié déjà. Est-ce que tous les gens qui ont perdu les membres de leur famille sont déjà apaisés, ont le cœur restauré? Pourquoi vous nous parlez de la stèle? Tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Que la stèle ne sert à rien. C'est la réconciliation. D'abord, vous les vivants de cœur, l'apaisement de cœur pour vous les vivants, la réconciliation avec ceux qui sont partis. Bon. C'est tout. La stèle en question, c'est pour vous faire de l'argent. L'avait décidé pour un lieu de recueillement, pour que les gens viennent. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez l'usine à pied de poulet de Yabassi. d'1 milliard de francs CFA. On a décaissé 600 millions de francs CFA pour faire 9 papins. 600 millions de francs CFA. Vous voulez qu'on vous cite les endroits? 600 millions de francs CFA pour faire 9 papins. On a fait 9 papins. On a fait pause de la première paire. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi. Vous venez nous parler de la stèle. Mangez, c'est pour vous. On vous a donné votre part à manger. Ça ne sert à rien. Bon, on n'a encore aucune preuve que les 450 millions ont été... Ils ont dit que s'ils ont l'argent. Non, on n'a pas. Quand on a dit qu'on partageait l'argent, quand ils ont dit qu'on partageait l'argent, on a dit qu'on avait retenu une partie d'argent, non? Sur les milliards, on nous parle des choses dont on ne parle des choses que l'on... Oui, mais le cadre ici, on a l'argent. Bon, mais ce n'est pas une preuve qu'on a volé l'argent. Dominique... C'est une preuve que l'argent, il n'y a pas l'argent. Je pense que si on prenait
la mort de toutes ces personnes-là au sérieux. Jusqu'aujourd'hui, on ne serait pas à sensiblement 70% de réalisation de ce projet-là. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis le temps? On a annoncé un aménagement, on a annoncé un forage même à côté de cet endroit-là. Est-ce que ça a été fait? Je ne pense pas. L'hôpital des ECA a été réaménagé. Monsieur Fopoussi, c'est même plus déplorable qu'avant. On ne mange pas l'argent d'un mort. On ne mange pas l'argent d'un mort. Si vous détournez l'argent des routes, détournez l'argent. On vous apprend le Cameroun. Monsieur Fopoussi, ne faites pas comme si vous êtes étranger ici. La n'est pas finie. Celui qui est venu inspecter a dit que si on a l'argent, on va finir. Où est parti? Non, c'est pas celui qui a inspecté. C'est le responsable de l'entreprise Sikabat qui a dit ça. C'est pas celui qui est venu inspecter. Il a dit que si j'ai l'argent, j'ai fini. Il va finir, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Et maintenant, on ira inspecter la stèle. Quelqu'un a les maux de tête. Il n'y a même pas de paracétamol à l'hôpital. Les jambes pour l'hospitaliser. Ok. En tout cas, le sujet, c'était de savoir si pourquoi c'est pas terminé jusqu'à maintenant. La réponse, on vous l'a donnée. C'est le cynisme, c'est le cynisme, la dupérie. Ce n'est pas le vol, en tout cas. Alors, on va, Karine Santia, prendre l'autre information ce matin, je vous en prie. Élections législatives, les dates provisoires sont quand même déjà connues. Détermination de la date des élections, c'est prévu le 9 février 2020. Convocation du collège électoral le 11 novembre. Le corps électoral. Du corps électoral par décret le 11 novembre 2019. Et le dépôt des déclarations de candidature au plus tard le 26 novembre 2019 à 23h59. Publication de la liste des candidats au plus tard le 11 décembre 2019, préparation des contestations ou réclamations le 13 décembre 2019, décision du Conseil constitutionnel sur les contestations ou réclamations sur les candidatures au plus tard le 23 décembre 2019, campagne électorale à partir du 25 janvier 2020, élection des députés le 9 février 2020, présentation des requêtes en annulation des opérations électorales le 12 février 2020, décompte général des votes du 13 au 17 février 2020, proclamation des résultats le 13 février 2020 et enfin la session de plein droit le 10 mars 2020. Alors, ça, c'est une simulation. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui va se passer, c'est juste une simulation. C'est un plan qu'a fait l'équipe, le secrétaire à la communication de l'UNDP, qui a fait ça à Idjo Mongwad, à qui on passe le salut ce matin. Bon, Obegan, ça vous semble assez juste, assez proche de ce qui pourrait se passer dans les jours à venir? Si on était dans un état de droit, on n'aurait pas décliné ça avec les si. Voilà. D'abord, on aurait su quand est-ce qu'on convoque le corps électoral. Deuxième difficulté qui en rajoute à la première, apparemment, les gens ont décidé à Yaoundé que le nord-ouest et le sud-ouest auront un statut spécial. Ça veut dire qu'on peut convoquer le corps électoral pour les autres régions, sauf là-bas. Est-ce que l'Assemblée nationale qui va siéger en novembre prochain va acter cela? Va proroger, va modifier la loi électorale pour proroger les élections. Vous voyez, il y a tellement de si, au point où l'entrepreneur en chef nous met toujours dans son calendrier, dans son temps et surtout le contenu qu'on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut proroger les mandats et régler la crise. Absolument, absolument. Il faut régler la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment organiser les élections municipales et législatives dans une partie du territoire seulement? Qu'est-ce que ça voudrait dire cela? Alors, au rythme auquel on avance là, ça veut dire qu'on ne fera plus jamais les élections. Hein. Mieux vaut ne pas faire des élections et résoudre le problème. Au rythme où on avance là, pour oui, la résolution... ça fait donc le bonheur des députés qui sont là et des exécutifs communaux. C'est leur chance, je leur dirais. Et la malchance de ceux qu'on a déportés dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, parce qu'au moins là-bas, il y a des localités où les maires ne vivent plus là-bas. Donc, c'est leur malchance. Et la chance, c'est pour ceux-ci. Mais sauf qu'ils risquent de bénéficier des émoluments dus à la décentralisation alors qu'ils sont seulement en train de proroger les mandats. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que la politique du tâtonnement, de la navigation à vue, nous amène toujours dans le gouffre.
Donc, mais bon, pour le moment, sachons quand même que le RDPC a la majorité des sièges. Parce que lorsqu'on avait convoqué le corps électoral en août 2013, et le RDPC avait déjà, je pense, près de 100 communes sur les 360, avait, je pense, 25 députés. Parce que est-ce que les partis politiques d'opposition sont en mesure d'investir des candidats partout? C'est non. Donc sur les 180 députés, avant même qu'on aille au vote, Sonti a fait les simulations là, le 20, le 9 février. Voilà. Si c'est le 9 février, soyons sûrs que cette fois-ci, le RDPC sur les 180 députés aura au moins 60 députés. Parce que lui, il peut se déployer partout, même avec fraude, avec ou sans fraude. Il va présenter les candidats partout. Les autres candidats d'opposition vont se couper les têtes dans les zones où c'est accessible. Donc, voilà. Donc, sachons que le RDPC va prendre. Et nous, on viendra seulement à savoir qui est le parti d'opposition qui est proche, qui est le leader de l'opposition aujourd'hui. Voilà la bataille qui attend les opposants camerounais. Qui est le principal parti d'opposition aujourd'hui? SDF, MRC, UPC, PCRN et tous. Voilà où ça va se jouer. Mais pas pour gagner. Voilà. Dominique Audrey. Cette entreprise de proposer un tableau pour les élections, c'est une bonne chose. Mais maintenant, quand on a conscience de ce qu'est le Cameroun, plein de surprises et de rebondissements, se prêter à cet exercice-là, c'est comme qui dirait peine perdue. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, mais tant que... n'a encore rien décidé vraiment. Normalement, c'est le 11 novembre, c'est ça, le 11 novembre. Le 11 novembre, oui. Le président, c'est demain. Ça vous met en éveil. Oui, qu'est-ce qui vous dit que lui ne va donc pas attendre que vous finissiez d'être réveillé? Je rappelle que normalement, on convoque le corps électoral 90 jours avant la date du scrutin. Mais en principe, les partis politiques devraient être prêts depuis, puisque c'est une élection qui aurait dû avoir lieu en 2018. Donc, mais comme on convoque le corps électoral aujourd'hui, ou le 11 septembre, ils doivent être prêts. En principe. Donc, si le 11 novembre, rien ne se passe, le 11, du moins autour du 11 novembre, si rien ne se passe, commencez à vous poser des bonnes questions. On se l'est toujours posé. Voilà. Parce qu'on est arrivé, même les gens sont à Yaoundé, sont plus de 1000. Ils disent que non, on attend le chef de l'État, on attend la haute intelligence du chef de l'État. Alors que le chef de l'État vous a dit vous-même, venez vous réunir, chers compatriotes, vous me dites ce que je dois faire. On dit oui, on s'est réunis, mais on se réfère à votre intelligence. Nous, on ne peut même rien vous proposer là. D'accord. On va terminer, Karine. Dernier sujet, les images se baladent sur la toile depuis déjà 2 jours. Des images de la route Banja. Oui, Bafan, on voit des personnes en foule, entourées avec au milieu d'eux un serpent et il semblerait, selon les informations, ce serpent sortirait de cette route-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne comprend pas beaucoup, mais il s'agit apparemment d'une activité mystico-religieuse qui s'est déroulée de ce côté pour pouvoir retirer ce serpent dans ce ravin. Bon, moi, je comprends rien. Bon, vous y comprenez quelque chose là? Moi, je comprends rien là. Mais ceux qui ont mis les images pouvaient quand même donner une explication. Parce que quand je vois l'image d'un Kungang... Karine, expliquez-nous pourquoi, parce que moi, je commence. Un serpent et une roue. C'est un serpent. Bon, ce que les informations qui nous parviennent disent, c'est qu'on a retiré ce serpent sous la route. C'est le serpent qui a brisé la route. Ce qui signifie que c'est parce que ce serpent était sous la route que la route a eu ce problème. Non, c'est pas possible. Moi, j'aurais été là, que j'aurais demandé qu'on me donne ce serpent. C'est un bon serpent bois. Le bois, sa chair est vraiment succulente. Donc là, ce n'est pas le serpent mystique, ça. Mais il peut avoir du mysticisme dans tous les chantiers, il y a peut en avoir. Et je pense que les Nkungans sont venus pour voir s'il y a quelque chose. C'est les Nkungans, ça. S'il y a quelque chose de mystique, mais en le faisant, ils peuvent voir un serpent. Je ne suis pas sûr qu'ils ont dit que c'était un serpent mystique. Puisque nous avons la capacité d'arrêter. Si ce n'est pas un serpent mystique, qu'est-ce qu'il fait? Mais on le mange.
On le mange, le serpent. Mais qu'est-ce qu'il y avait à aller le retirer dans son habitat? Non, mais on trouve un animal, on le tue, on mange. Ouais, le problème, c'est quoi? Vous allez en forêt, quand vous allez abattre les arbres. Bon, cette affaire me semble... Les serpents restent dans les cours d'eau et surtout ce genre de serpents. Cette affaire me semble être une fuite en avant. Parce que, moi je dis, parce que ce Cameroun, il faut qu'on arrête d'enfumer les Camerounais. Ils n'ont pas dit que c'est le serpent qui a cassé la route. Je ne suis pas sûr que les Nkunga ont dit ça. Bon, si... Ce sont vos voilà, justement. Donc ceux qui... parce qu'il faut toujours que les citoyens tiennent l'État et le gouvernement responsables de ces manquements. On ne peut pas venir brouiller les pistes. Si la route est gâtée, on connaît les causes. Voilà. La route a mis trop longtemps. Les gens ne sont pas foutus de réhabiliter quand il faut. Ils attendent quand il y a quelques catastrophes avant de se presser. Maintenant, on veut nous brouiller les pistes pour dire que non, c'est à cause du mystique que les routes sont au Cameroun. Non, au Cameroun, qu'on arrête d'enfumer les Camerounais. Oui, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, vous savez que lorsqu'on construisait la voie ferrée, lorsqu'on faisait le pont sur le Vouri, on a rassemblé les chefs traditionnels et on leur a dit que celui qui a quelque chose enlève. Parce que nous, on va travailler. Dites à vos esprits qui sont dans l'eau, à la population qui est dans l'eau, qu'ils nous excusent pour les vacances qu'on va faire la nuit. On est en train de passer. C'est une entreprise chinoise qui est sur les lieux depuis, M. Eric Fopoussi. Les Blancs ne jouent pas avec ça. Ces Blancs, les Chinois et tous ne jouent pas avec ça. Ils sont allés voir les autorités traditionnelles en leur disant que la route doit passer. On va venir travailler. On ne sait pas. Parce que les cours d'eau sont les lieux de toutes les réunions, toutes les assemblées générales, tout. La preuve, le Ngondon qui se tenait, le premier Ngondon qui se tenait ici, là, c'était au niveau de la BCK. Du banc de sable de la BCK, là, à la direction des douanes. C'était là, il y avait cette assemblée. Et ça, c'était la véritable appellation. Ngondo, aujourd'hui, a été emprunté, mais c'était Ngondon. C'est important de le dire aujourd'hui. Donc un lieu, ça se trouve à... Donc, ça veut dire que vous confirmez ce que nous disons. Ça veut dire que les gens ne doivent pas dire que c'est à cause de ça que la route s'est gâtée. Je n'ai pas fini. Ça se retrouve à la jonction entre deux villages. Le village Bassé et le village Bacho. Donc c'est normal, c'est une limite et une frontière naturelle. Le village Bacho. Et Batsé. On interpelle les deux chefs en leur disant, si vous avez une de vos confréries qui cache un canari, allez enlever. C'est la raison pour laquelle, finance aidant, on a donné de l'argent. Ils ne sont pas sortis comme ça pour les bons plaisirs. Parce que chaque sortie, c'est au moins une marmite de plantain bien préparée avec la chèvre. Il y a des rituels pour pouvoir le faire sortir. Est-ce qu'ils étaient tenus à le faire? Je vous le dis et je dis à Mondo Vision, ça c'est pas un totem. C'est pas un totem ça. Donc ça veut dire... C'est pas un totem. On a voulu juste faire une simagrée. Et c'est là où je dis à ces gens qui gèrent ces sociétés secrètes, que faites très attention. Allez faire ça ailleurs, ne faites pas ça avec les choses traditionnelles. Ça, c'est une grosse connerie qu'ils sont allés faire là, M. Eric Fopoussi. C'est un cinéma qu'ils sont allés faire, parce que le vrai totem, M. Eric Fopoussi, le vrai. Quand on vous parle du vrai totem, c'est pas ça. Non, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vous avez totem, moi, sincèrement. C'est ce qu'ils ont dit. Ce que je vous dis... Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une entreprise de manipulation du peuple. Non, ce n'est pas la manipulation. Non, parce que c'est comme ça que ça se fait. Non, Chalamel. Nous avons eu le chef Balin. Écoutez d'abord. Il nous a été rapporté que c'est à cause des totems que la route s'est gâtée. Ça, c'est une affabulation. C'est faux. Voilà, justement, on va dire, arrêtons de manipuler. Au Cameroun, l'État est en train de démissionner face à cette responsabilité. Il y a jamais eu une déclaration officielle du gouvernement pour dire que c'est les totems. Non, mais c'est les ragots du quartier. Les chefferies non plus. Non, mais je vous dis que... Les chefferies non plus, c'est les ragots. Sauf qu'il faut dire, il faut le préciser aux gens, qu'au Cameroun, ce qui détruit nos routes, c'est qu'il y a une absence de réhabilitation quand il faut et comme il faut de nos voies. Quand elles ont mis atteint un âge assez avancé, personne ne pense à réhabiliter les routes. Absolument. Et en plus, ici, il y a même les bus. C'était même des bus. C'était même pas des dallos comme on fait. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est normal que vous vous rappelez vous vous rappelez d'Ali Baba, ce monsieur qui se baladait à une certaine époque avec dans sa voiture plusieurs serpents. Il chantait, on l'avait baptisé le charmeur des serpents. Il faisait le tour. Il est décédé même. Je crois que c'est l'un de ces serpents qui l'a mordu. Non, je dis, on peut le dire. Non,
permettez-moi. Non, les affaires de mysticisme. Non, mais dans cette vous émission, avez soulevé. non, Vous avez soulevé. J'ai soulevé la quand question. Quand le Kunga sort, Non. les gens ne s'agglutinent pas comme ça. Ouais, Après un passage du Ils Kunga, ne c'est la l'approchaient pluie. même pas. C'est la pluie. Il y a des rituels bien Bon, connus. Jean Labelle, monsieur le vous avez une émission. Vous avez une émission c'est vous qui spécialisée. avez soulevé le sujet. Non, la question c'est pourquoi la route s'est gâtée. Non, c'est Pourquoi pas la la route s'est gâtée? Manque d'entretien de Voilà, la voilà. route. Restons sur ce Il n'y a rien de sujet-là. Voilà, restons Ouais. sur ce sujet-là. Et laissons le mysticisme où il se trouve. Dominique Audrey également qui nous dit voilà, merci Karine Sotia pour cette revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. On va tout de suite prendre interpellation et nous ferons les commentaires juste après. Le temps de retrouver interpellation. Quelques messages avec vous, Karine Sotia. Oui. Quelques messages. Message à présent. L'argent a été détourné. Rien n'a été fait comme digue. Où est passée la CONAC, l'opération épervier? Le Tchad a déjà sa digue. Et puis Alors, nous vous informons de la vente anarchique des terrains de la briqueterie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Ok. Un autre message. On va lire ce type de message. Alors, vraiment, monsieur... non, arrête. Non, vraiment, vraiment, les gens doivent être sérieux. Dans cette émission, il n'a jamais été dit qu'il y a de vente anarchique de terrain à la briqueterie. Vraiment, c'est un message qu'on a lu, c'est par erreur. Donc, il ne faut pas... Monsieur Gilbert Timévouna, c'est une personnalité de la République. Il ne faut pas dire n'importe quoi sur son thème. Profiter des messages d'une émission pour pouvoir dire des choses. Voilà. Tout de suite, interpellation. L'histoire là. Vu les génies, je pense qu'on aura besoin des moyens et de changement pour le Cameroun pour pouvoir aider ces jeunes à développer ce qu'ils ont appris à l'école et ce qu'ils ont en tête. Parce qu'ils ont un avenir brillant. Bon, Bengan, il faut encourager les jeunes, les aider à des projets. Oui, il faut aller à des projets. J'ai entendu les gens dire ici adéquation, formation, emploi. Donc, est-ce qu'on a laissé donc la possibilité aux enseignants de nos écoles de faire cette adéquation-là? Cette adéquation s'accompagne du tissu économique qui absorbe les apprenants. Oui. Les apprenants, mais rien n'est fait. Vous ne pouvez pas former les gens dans l'agriculture, dans les CICI, dans tout ça. Il n'y a pas d'environnement qui puisse les contenir. Ça devient une sorte de... Tout de suite, on bascule le plateau B. Constilamine nous rejoint avec le magasin 1001 tapis. Constilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka, bonjour également à tous les partenaires du concept Salaka. Et parlant bien sûr de partenaires, je bénéficie du soutien ce matin d'un partenaire pas comme les autres qui vous permettra, chers téléspectateurs, de repartir avec un super lot pour le compte bien sûr de ce matin. Alors, je rappelle bel et bien, nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin tout en parlant des tapis de prière. Vous les avez donc à 1000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika, je dis bien des tapis de prière à 1000 francs au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des tapis de prière, on a des magnifiques robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 11 000 francs toujours et toujours au magasin 1001 tapis. C'est neuf, c'est dans le carton, vous les avez à 11 000. On parle également de plus en plus, toujours en face le palais d'Ika et ceci au magasin 1001 tapis, des fers à vapeur. Pas n'importe lesquels. Ils sont à 12 000. Vous retrouverez les mêmes fers à vapeur à 40 000 francs dans certains magasins. Mais du côté du magasin 1001 tapis, vous les avez à 12 000. Pour ceux qui ont besoin d'écouter la très bonne musique, pour ceux qui ont besoin de danser, pour ceux qui ont besoin de jubiler, pour ceux qui ont besoin de sagacité, vous avez des magnifiques woofers à 15 000 francs au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. Je rappelle que la double réduction s'achève le 16 novembre prochain. Vous avez encore moins d'un mois pour acheter des articles de qualité au magasin 1001 tapis. Les corps i5, que ce soit pour les ingénieurs, les topographes, les infographes, un corps i5, vous l'avez encore à 125 000 francs au magasin 1001 tapis avec garantie. Bien entendu, un corps i5 à 125 000. Des régulateurs de tension numérique, vous les avez à partir de 14 000 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis.
tapis en face le Palais d'ICA, un régulateur de tension numérique de très bonne qualité. Vous l'avez à partir de 14 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Également, des ordinateurs complets, corps de Dieu, de marque Dell, HP ou Lenovo, vous les avez à 45 000 avec 160 gigas de disque dur, lecteur DVD, écran plat 17 pouces. Vous les avez à 45 000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'ICA. C'est l'occasion plus que jamais de le commander dès à présent. Et pour ceux qui ont besoin de garder les documents, pour ceux qui ont besoin de sécuriser les documents, pour ceux qui ont besoin de garder les archives, vous avez des clés USB 32 gigas. Je n'ai pas dit 2 gigas, je n'ai pas dit 8 gigas, j'ai bien dit 32 gigas. Vous les avez à 8 500 francs. Une magnifique clé USB au magasin 1001 tapis. Des imprimantes HP, des imprimantes Canon, vous les avez à 33 000. Une imprimante neuve dans le carton, elle scanne, elle imprime, elle photocopie. Vous l'avez à 33 000 au magasin 1001 tapis en face le Palais d'ICA. La promotion continue toujours des robots mixeurs de bol. À 17 000, ce robot mixeur a un filtre. Ce robot mixeur est puissant. Ce robot mixeur est nyanga. Il est solide. Vous l'avez à 17 000. Nous revenons avec des laptops Core i5. Vous les avez à 125 000 francs. Que ce soit pour les étudiants, les élèves, les bureaucrates, les chefs d'entreprise. Un véritable laptop Core i5. Vous l'avez à 125 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Des fers à vapeur moyen à 7 500 francs. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, au point, virgule, parce que le magasin 1001 tapis les vend à 7 500. Des couvre-bouteilles à 1500 francs. Un couvre-bouteille de qualité, 3 couvre-bouteilles, vous les avez à 1500 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'ICA avec le concept Salaka. Des bouilloires pour bouillir de l'eau, que ce soit dans les appartements meublés, dans les hôtels, dans les snack bars. Une bouilloire pour bouillir de l'eau, que ce soit pour le café, à 6500 francs avec garantie. Aïe, 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 Mangolo Malambo. Bouilloire à 6500, ordinateur complet, encore des ordinateurs. Pas n'importe lesquels, des ordinateurs solides, avec garantie, vous les avez à 45 000. Je rappelle que le stock, il est très très limité. La promotion est en train de se poursuivre au magasin 1001 tapis en face le Palais d'ICA. Regardez ce qui s'affiche à l'écran. Ce sont des lustres et pas n'importe lesquels. Vous les avez désormais à partir de 40 000 francs. Vous avez droit à des lustres de qualité supérieure. Les vrais lustres au magasin 1001 tapis en face le Palais d'ICA. Nous allons conclure la vente de ce matin. Avant de donner le cadeau du jour, nous allons donner à tous nos téléspectateurs une rallonge à 4 000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'ICA. Alors, chers téléspectateurs, c'est l'occasion plus que jamais de venir chez nous. Appelez directement le concept Salaka, que ce soit les robots mixeurs, les régulateurs de tension, les laptops, les bouilloires et bien entendu les woofers, vous les avez à des prix dérisoires. Et ce matin, un cadeau spécial. Les premières personnes à commander un laptop Core i5 vont bénéficier d'un séjour gratuit aux appartements meublés Folie Douce du côté de Bonamoussadi grâce à notre partenaire M. Wambe. Donc les premières personnes à acheter un laptop Core i5 recevront un séjour gratuit du côté des appartements meublés Folie Douce à Bonamoussadi. C'est pour les clients des laptops ce matin. Merci beaucoup à tous nos partenaires. Merci Consti Lamine. On va sortir de l'émission en lisant quelques messages avec vous, Karine Sontia. Oui. Bon, je suis de l'extrême nord. Le Cameroun ne sera pas comme ça. C'est Saliou qui nous écrit ce matin. Un message qui nous parvient à l'instant. Je vous assure, nous avons des familles dans les zones de Kakaï, qui n'ont plus la possibilité d'arriver à l'hôpital. Celles qui y arrivent, au moins, ne trouvent pas des médicaments car
impossible de les approvisionner en ce moment. Amadou Amaroua, qui nous écrit. Aucun programme n'a été mis en place pour pouvoir sortir les populations des zones inondées, celles qui sont réfugiées dans des petits îlots, pour les ramener vers la ville. Premier point. Deuxième point, rien n'a été mis. La Croix-Rouge même est butée parce qu'elle ne parvient pas à faire le tour avec des petits chaloupes et tout pour pouvoir s'occuper, parce qu'il y a des endroits où il y a des surmontées, on ne peut vraiment pas circuler. Donc, je crois que le ministre Atanga devrait mettre des bouchées doubles pour permettre à ce que les populations soient regroupées dans un campement afin qu'on puisse bien prendre soin d'elles. Je pense que cet homme qui ne veut pas que sa femme continue les études ou travaille est radin et machiste. Dans un mariage, on doit se sentir libre de nos mouvements et penser et non prisonnier d'un homme. Madame Kamko, depuis Lokpom. Un autre message. Ya Cameroun. Avec les différentes stations météorologiques, les experts en climatologie formés en Europe et au Niger, on n'arrive pas à gérer les inondations. Ça, c'est Youssouf de Mokolo au nord. Encore faut-il que ces personnes aient accès justement au ministère. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on écoute qui? Il y a des gens, des vendeurs d'illusions qui viennent affabuler les dirigeants et qui, comme vous le savez, et j'ai dit, et dans ce pays, il va falloir qu'on s'intéresse à cette question-là. Comment est-ce qu'on recrute, on sélectionne les experts dans ce pays? À un moment donné, il faut qu'on s'attache à cela, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à dire du tout n'importe quoi, même s'il y a tout ce qu'elles veulent, c'est la rémunération après. Les experts et les vraies personnes qui ont des connaissances, qui ont un background, qui peuvent faire avancer les choses, ces personnes-là, on ne les écoute pas. Vous les voyez proposer des choses, mais on ne fait pas ce qu'ils ont dit. C'est pour ça qu'on condamne qu'un individu sorti de l'école 2 ans après se retrouve nommé ministre, nommé directeur. Il faut d'abord faire le tour des 10 régions, M. Eric Fopoussi, au moins 6 ou 7 ou 8 régions de ce pays. Lorsque vous sortez de là, vous avez quand même une certaine base. Vous pouvez vous prononcer sur certains sujets, mais tel n'est pas le cas. D'accord. On s'arrête là pour ce matin. Merci infiniment à tous et à chacun sur ce plateau. Madame, messieurs, on se retrouve demain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.